au fur et à mesure que les jours passent, le débat gagne plutôt en intensité, celui qui permet et amène à décrypter, à faire une sorte de typologie des candidatures déposées du côté d'Elections Cameroun. Les Camerounais sont divisés sur la question entre ceux qui pensent que c'est la marque d'une démocratie très avancée et ceux qui pensent que c'est la banalisation de la fonction présidentielle. Les avis sont divers. On aura ce soir en mise en bouche l'avis de Jean-Bruno Tagneux qui nous suit depuis les États-Unis. Il a tenu à participer également à ce programme ce soir pour donner son point de vue là-dessus. On va recueillir très rapidement le point de vue de nos invités ce soir. Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre causerie, comme tous les soirs, sur la chaîne de proximité et de vivre ensemble ce soir. Le gros plan sera mis sur ces multiples candidatures émanant des mêmes formations politiques. Il y a également tout à côté une vague de démissions. Est-ce que c'est le résultat de l'impréparation ou l'absence d'organisation de nos formations politiques? On observe que des partis tels que l'UPC affichent 3 candidats, l'univers 2 candidats. On peut aligner ainsi, y compris le RDPC, qui est toujours dans une situation claire-obscure autour de la candidature de Paul Biya et de Léon Taylor Onana, engagé lui aussi, dit-il, à cette course au fauteuil présidentiel. Est-ce que nos partis politiques sont très fragiles, ne résistent pas au vent des élections, où ce vent est tellement puissant qu'il amène les uns et les autres à choisir leur camp, à entrer dans ce qui se fait désormais appeler, c'est déjà une doctrine, le mapartisme politique au Cameroun? Nos invités sont déjà installés, du moins la plupart. Accueillons comme cela se doit Célestin Yandal. Il est un cadre au cadre de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP. Il est surtout maire du côté de Touboro. Monsieur le maire, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir monsieur Jean-Jacques. Merci pour l'invitation que vous me faites et que vous faites à l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Alors vous êtes maire à Touboro. Lorsqu'on vient de cette localité, ceux du Cameroun méridional ont envie de vous demander si ça va de ce côté. Il y a un peu de paix, la sérénité, vous dormez en paix? Ou dire que nous dormions en paix, une paix relative, compte tenu de la situation sécuritaire qui prévaut de ce côté. Parce que Touboro, singulièrement, et le Mayorais de manière générale, est une zone rouge jusqu'à aujourd'hui, ce qui veut dire que les kidnappings, les enlèvements ne sont pas encore de souvenirs pour nos populations. Donc, nous saluons quand même au passage les efforts que les forces de défense et sécurité font de jour comme de nuit pour apporter cette paix, cette quiétude à ces populations qui sont essentiellement des agriculteurs. Mais ça doit être un problème pour vous. Vous avez des projets à mener sur le terrain. Cette situation vous met un peu dans une situation assez délicate. Tout naturellement. Naturellement, on ne peut pas parler de développement sans la sécurité. D'autant plus que la commune de Touboro qui couvre 16 610 km². Ça veut dire que les projets ne se... C'est pas là, il faut aller dans les profondeurs et il faut la sécurité. Et justement, c'est donc dans ces zones reculées que c'est hors la loi tendent leur embuscade et même transforment les champs de ces nobles populations, de ces agriculteurs qui deviennent leur cachette. Cette cachette dont naturellement, en tant qu'acteur de développement, les projets dans le cadre du budget à exécuter ont parfois des difficultés et les entrepreneurs doivent recourir aux forces de défense et sécurité pour aller visiter des chantiers et ne pourront pas avoir derrière chaque chantier des forces qui doivent les garder. Donc c'est un problème sérieux qui se pose. Et l'UNDP, votre parti, se porte bien là-bas? L'UNDP, comme vous pouvez bien le constater, se porte très bien. Très bien dans le Mayorais. Parce que aujourd'hui,
l'inquiétude que les militants à la base avaient, c'était la position de l'UNDP. Aujourd'hui que ces choses claires, les militants ne sont que satisfaits et n'attendent que le 12 octobre pour voter pour leur candidat. Le candidat qui est Belouba Maïgari, qui est celui-là même que dans l'UNDP est qualifié comme l'homme providentiel pour tout le Cameroun. Et qu'on appelait le grenier. Le grenier de la sagesse. Le grenier de la sagesse. Ouais. Merci beaucoup, Célestin Yandal, monsieur le maire, d'être parmi nous ce soir. On va très rapidement présenter les habitués. Ramani Yé, généralement, il est là comme un politologue, mais ce soir, il est là comme un candidat à la candidature. Il a déposé son dossier Elections Cameroun, candidat du mouvement républicain, le MOREP. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Alors, de politologue à politicien, entre guillemets, le pont est facile? Mais pourquoi pas? Vous savez que le politologue est dans les théories, sur l'étude de l'État et du pouvoir, ou simplement de l'État, dans sa dimension restreinte. Mais on peut parfois passer de la pensée à l'action. Donc je suis maintenant dans l'action. Je me bats justement pour faire une synthèse entre la pensée et l'action. Donc quelques éléments que j'ai eu à étudier à Sciences Po, je me dis que je pourrais mettre cela à la disposition de la République et pourquoi pas être en situation de décision pour appliquer ce que j'estime être bien, beau, meilleur pour la République. Le MOREP a-t-il des élus, non? Le MOREP est un parti politique légalisé depuis. Mais c'est un parti abandonné. Fabien Asigana, le président, il n'est plus là. Le roi est mort. Vive le roi. Mais voici. Mais vous n'êtes pas le président, vous êtes juste le... Donnez-nous l'information. Qu'est-ce que vous en savez? Je vous donnerai quelques informations tout à l'heure. C'est déjà plus que ça même. D'accord. Et je suis donc le candidat investi par ces partis politiques. Donc lundi, nous avons déposé notre dossier à Elecam. Ça a été reçu, bien enregistré. Et nous attendons dans les prochains jours les décisions qui seront prises par cette instance. Et je tiens à affirmer que le MOREP, Mouvement républicain, vient avec un message politique ordinaire, spécial, je dirais même extraordinaire, pour une république non seulement de justice, une république de développement et de paix dans la prospérité. Parce qu'on entend souvent parler de paix. Nous venons avec la paix et le pain. La paix et le pain. Le candidat du MOREP, Ramani Yé, le RDPC est là, candidature déjà déposée également. Raphaël Edougou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux compagnonnistes, bonsoir à l'équipe technique qui vous accompagne. Merci de m'avoir fait l'amitié d'être là. Et vous savez, quand je suis là, je ne réponds pas ici au nom du RDPC. Oui. Mais je suis militant depuis plus d'une vingtaine d'années. D'abord, j'ai milité ici à Yaoundé 4e, avant d'aller militer dans le nord-ouest en Gomzap. Quelquefois, il est important de l'indiquer. Et si vous me permettez, je voulais dire bonsoir humblement à mon patron, le meilleur manager du Cameroun. Le meilleur? Le meilleur manager du Cameroun. Pendant que le microcosme politique bouge, lui, il est au travail. Il a reçu aujourd'hui des remorqueurs qui vont permettre aux marchandises d'accoster pour le Douala, parce que le remorqueur accompagne le navire pour accoster avec les marchandises. Il y a quelques jours, il a posé la première pierre, le ministère du Transport, sur l'extension du terminal à conteneurs. Et je peux vous dire que demain, c'est le Premier ministre lui-même qui ira déposer la première pierre pour l'extension de ce même port du côté de la Dibamba, accompagné de tous les membres du gouvernement que vous connaissez. C'est pour dire que il ne faut pas que la scène politique qui bouge empêche aux 0 de travailler. Parce que les Camerounais veulent bien voir les choses avancer, s'améliorer. Donc, il ne faut pas que cette période-ci soit une période de trêve. Donc, M. Cyril Ngolu, il est au boulot. Et aujourd'hui, quand il recevait ces engins-là, c'était sous la pluie. Et devant le premier ministre chef du gouvernement, il y sera. Je voulais donc sortir totalement pour saluer
l'archevêque syndical, Joseph Mikou. Vous pouvez le connaître, il est le président de la centrale syndicale, entendez, centrale des syndicats autonomes du Cameroun. Je l'appelle archevêque, pourquoi? Parce que, comme je suis syndicaliste, quand j'arrive à Yaoundé, je vais faire... c'est votre pape. Effectivement. Merci. Donc, vous comprenez que c'est tout ça. Ceux qui travaillent pendant que certains sont en train d'affûter leurs armes. Et ils peuvent abandonner les bureaux pour venir chercher à être élus ici à Yaoundé dans quelques mois. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. On salue celui que vous avez décidé de lever au rang de meilleur manager du Cameroun, le directeur général du port autonome de Douala, Cyrus Ngor. Accueillons justement un fils du soleil levant qui est là, Raymond Chiazok, le président national du RDI, le regroupement des démocrates indépendants. Bonsoir et bienvenue, monsieur le président. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques Zé. Bonsoir à toutes les intelligences sur le plateau. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. Un bonsoir particulier à tous les militants du regroupement des démocrates indépendants, dont le président national à travers le pays. Je ne peux pas, lorsque vous me passez la parole pour la première fois, ne pas dire quelque chose. Sur quoi? Ce que je voudrais dire, c'est que je voudrais saluer particulièrement les populations, l'arrondissement d'Ngeli Munduka, dans le département du Oignon, qui depuis plus de 3 semaines. Ça fait plus de 3 semaines. Si n'ont pas d'énergie. Si vous parlez d'énergie, j'y étais il y a 2 semaines. Et lorsque l'énergie arrive là-bas, les petits-enfants célèbrent l'arrivée de l'énergie comme lorsque les Lions marquent un but au mondial. Et pendant ce temps, le discours politique, lui, est contraire à toutes les misères que la région de l'Est, de manière générale, connaît, et singulièrement ou alors particulièrement l'arrondissement d'Ngeli Munduka. J'y étais, monsieur Jean-Jacques Zé, pour coller une roue de voiture, on paye 2000 francs. Pour charger un téléphone, c'est 3000 francs. Pour se coiffer, c'est 1000 francs. Je voudrais que ceux qui nous suivent aujourd'hui, qui sont les protecteurs du régime, se souviennent de toutes ces misères des populations lorsqu'ils descendront pour battre campagne au compte du RDPC, qui est le principal responsable de toutes les misères de ces populations. D'accord. Il fallait que je le dise pour que nul n'en ignore. D'accord, vous l'avez dit, et nous pensons à ces populations qui se battent souvent pour quand même regarder nos programmes, ce n'est pas évident. Pourtant, à Ngeli Munduka, donc les questions a eu 2 solutions. La première est locale, par le solaire, qui ne fonctionne plus, comme cela se doit, et la seconde par Eneo, qui ne fonctionne pas également de ce côté-là. Même tous les voisins n'en ont pas. Les voisins n'en ont pas à Doumentan, Angosas et autres Mboma, ils n'en ont pas. Est-ce qu'il est... C'est bon? Youssef, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux co-discutants, bonsoir aux milliers de téléspectateurs. Le PCN est toujours ravi d'être reçu sur votre plateau qu'on n'a plus besoin de présenter. Sauf que mon inquiétude, ou alors l'inquiétude de mes camarades, c'est qu'en regardant les thématiques tout à l'heure, on a vu 2 grandes thématiques. On se posait bien la question de savoir en quoi le PCN est-il concerné par les multiples candidatures ou les démissions. Mais vous connaissant professionnel dans le domaine, justement, je sais que vous avez réservé une touche au PCN. C'était juste une question pour moi de les rassurer que ce qui est si le PCN invité sur ce plateau, c'est parce que justement, Jacques Zé sait que le PCN aura des choses à dire. Joseph Niek Biyaga, membre du bureau politique du PCRN, merci d'avoir accepté notre invitation. Éric Foyette, le vice-président national de l'Univers, va nous retrouver d'une minute à l'autre. Je vais vous proposer un petit voyage pour aller à la rencontre de Jean-Bruno Tagneux, qu'on ne présente plus, qui a tenu à donner également sa position relativement à ce que d'aucuns qualifiaient de nombre pléthorique de candidatures déposées du côté d'Elections Cameroun. Il est aux États-Unis, avec le décalage horaire. On va se battre avec la réalisation. Jean-Bruno Tagneux, ton point de vue sur cette question de candidature jugée pléthorique. Bonsoir. Effectivement, comme tout le monde a pu le constater, il y a une multiplication de candidats, je dirais même une prolifération cancéreuse des candidats à la présidence de la République du Cameroun. On a 81
si je ne m'abuse, dossiers de candidature qui ont été reçus à Elekam. Alors, comment interpréter cela? Il y a plusieurs explications qu'on peut donner à cette multiplication des candidatures. La première, c'est sur le plan légal, c'est que rien n'empêche qui que ce soit de déposer un dossier, même incomplet, à Elections Cameroun. Parce que la plupart, 80% de ceux qui ont déposé un dossier à Elekam savent pertinemment que ce dossier ne sera pas retenu, mais rien n'empêche qu'ils le fassent. Ça leur coûte juste un taxi pour partir de chez eux pour Elekam déposer leur dossier et probablement une photocopie. Vous allez voir que certains ont dans leur dossier en tout et pour tout leur acte de naissance et peut-être une carte de baptême. Voilà, voilà tout leur dossier, mais Elekam le reçoit parce que Elekam, à ce niveau de la procédure, n'a le droit de refuser aucun dossier. Il est obligé de tout prendre et c'est après le dépôt de tous les dossiers qu'il va pouvoir faire le tri. Donc, ce qui ouvre la voie à toutes sortes de plaisantins et à toutes sortes de candidatures farfelues. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est également que on se rend compte aujourd'hui que le président Paul Biya il a atteint un certain âge et donc tout le monde se dit chacun peut le faire aujourd'hui. Et quand on fait son bilan également à la tête de l'État du Cameroun, chacun se dit, bah écoutez, si ce monsieur-là, il a pu faire 43 ans au pouvoir, pourquoi pas moi? Ça, c'est une autre explication qu'on peut apporter à cette multiplication de candidatures. Mais une chose est sûre, c'est que cela ne fait pas sérieux. Ça donne le sentiment que la fonction présidentielle a été galvaudée et que les gens peuvent, à une occasion aussi grave qu'une élection présidentielle, se permettre de s'amuser, de plaisanter, alors qu'on est en train de parler quand même de l'avenir de près de 30 millions de Camerounais, qu'on est en train de parler d'un pays qui est en train de se chercher, qui est en train d'essayer de voir comment il va se positionner pour les 7 prochaines années. Tout cela ne fait pas du tout sérieux et je pense que à l'avenir, il va falloir qu'on essaye de faire quand même de trouver un moyen pour limiter cette plaisanterie présidentielle, si on peut s'exprimer. Lorsqu'on a institué dans le code électoral cette caution de 30 millions de francs CFA qu'il fallait payer pour être candidat à une élection présidentielle. Nous avons été nombreux à dénoncer cette disposition de la loi. Nous avons parlé à cette époque-là d'une élection censitaire qui était en préparation, alors qu'en réalité, le législateur voulait quand même que ceux qui veulent être candidats à une élection présidentielle soient un peu sérieux, qu'ils soient capables de mobiliser un cautionnement de 30 millions de francs CFA. Et cela a permis de limiter un certain nombre de candidatures. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte que les gens sont en train d'exploiter une faille de la loi parce que le cautionnement de 30 millions de francs CFA, certes, il est exigé, mais au moment du dépôt du dossier, même celui qui n'a pas cette caution de 30 millions peut également déposer son dossier. Voilà, donc il ne faut pas que les Camerounais se trompent. La plupart de ceux qui ont déposé un dossier à Elections Cameroun n'ont pas payé les 30 millions de francs CFA au trésor public. Et je peux vous le dire, il y a plein de dossiers là qui ont en tout et pour toute pièce un acte de naissance et peut-être une carte de baptême ou de première communion. Voilà, donc les gens vont là-bas s'amuser. Moi, je pense qu'il va falloir, dans le code électoral, qu'on trouve un autre moyen qui rende un peu le dépôt de la candidature difficile. Qu'on exige peut-être, je sais pas moi, qu'un document soit légalisé à une somme qui va décourager les blagueurs. Si on demande par exemple qu'en plus du cautionnement de 30 millions de francs CFA, qui est par exemple, je sais pas moi, une quittance de 500 000 à payer avant tout dépôt de dossier. Donc si cela ne fait pas partie du dossier, Elekam n'a pas le droit de prendre. Je pense qu'une somme comme celle-là peut décourager un certain nombre de blagueurs. Voilà, parce que on parle quand même d'une élection présidentielle, on parle quand même de l'avenir d'un pays et on ne peut pas supporter. C'est vraiment insupportable d'assister à ce type de spectacle-là alors qu'on est en train de discuter de l'avenir de notre pays. Merci Jean-Bruno Tailleur pour cette contribution. On espère que tu reviendras pour d'autres contributions. Bonsoir mon frère Zé et à tes invités. Le nombre pléthorique des candidats aux élections est à déplorer. Nous constatons qu'un minimum de consensus n'est pas possible au Cameroun.
En outre, servir un régime qui a mal travaillé n'est pas un handicap pour le remplacer. Abdoulaye Wade, Macky Sall ont servi les régimes précédents avant de les remplacer. Seulement au Cameroun, c'est les âges avancés des candidats qui est un handicap. Nous demandons à nos frères camerounais de faire preuve de discernement. La Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny nous parle que Dieu soit au contrôle et guide nos frères camerounais. La politique d'exclusion est très dangereuse pour nos jeunes États. Il revient à l'organe en charge des élections d'être à la hauteur des attentes des Camerounais. Au Sénégal, c'est le ministère de l'administration territoriale qui organise les élections à la satisfaction de tous. Et Sofa Dikeni, le plus 228, qui donne ainsi sa contribution à ce débat, notamment le sujet avec lequel on ouvre ce programme. Monsieur le maire, est-ce que vous avez écouté Jean-Bruno Taï tout à l'heure, vous écoutez également notre frère du Sénégal, est-ce que c'est gênant de voir autant de candidatures déclarées? Naturellement, c'est gênant quand on sait que c'est pour être président de la République ou des conditions qui sont énumérées éliminent d'office beaucoup de ces candidatures fantaisistes, telles qu'une candidature d'un jeune qui a moins de 30 ans. Oui. Alors que pour être président de la République, il faut avoir 35 ans révolus. Ceci rentre dans ce que nous avons toujours proposé quand nous étions encore avec notre allié du RDPC. La révision du code électoral. C'est une des raisons qui nous a amenés à rompre l'alliance avec notre allié du RDPC. Donc, la banalisation de la fonction présidentielle avec cette multitude de candidatures, ça donne comme si au Cameroun, même si d'aucuns convoquent la longévité du chef de l'État sortant, ça ne peut pas être la raison pour que tout le monde, il y a encore une autre raison qui élimine d'office, celle d'avoir les élus. Ça également, ça devrait permettre, avant même le dépôt de candidature, un premier tamis. Malheureusement, nous avons constaté comme tout le monde, comme Jean-Bruno vient de dire. Mais pour ce qui est de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, nous n'avons pas ce problème parce que ni dans la forme que dans le fond, notre candidature ne souffre de rien. Notre candidature est légitime et légale. L'inquiétude, c'était qu'est-ce que les autres qui semblent venir, pour citer Jean-Bruno, pour une plaisanterie présidentielle, est-ce qu'il ne crée pas un système de brouillage qui ferait que ceux qui n'ont pas de problème finalement ne soient pas très regardés? On est en train d'aller à une semaine où les images qui circulent, les commentaires qui circulent sont focalisés sur ces candidats quand même à problème et les tenants, entre guillemets, n'ont même pas le temps de s'exprimer ou d'être vus. Il n'y a pas un système de brouillage qui se met en place? Non, parler d'un système de brouillage pour une fonction présidentielle, ce n'est pas être conseiller municipal, oui, où on peut prendre quelqu'un qui vend même de l'eau ou bien de la tomate au quartier. Mais il s'agit d'être président de la République. Et quand on connaît les difficultés auxquelles les Camerounais font face aujourd'hui, ça gêne lorsque nous, qui sommes élus, parce qu'il y a beaucoup qui ne savent même pas comment constituer un dossier pour être conseiller municipal, parmi ceux qui ont fait ces dossiers. Oui. À plus forte raison d'être président de la République.
c'est un peu du discrédit que ceux-là jettent sur cette fonction. Et nous ne sommes pas d'accord. Nous, on est candidat, ce n'est pas pour amuser la galerie. Et lorsque des personnes se lèvent un matin et décident de prendre son acte comme Jean-Bruno Tahin vient de souligner, et prendre des documents, et les CAM qui, dès lors que quelqu'un se présente comme candidat, n'a pas droit de rejeter. Non, ça, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. À cette étape-là, ils n'ont pas le droit de rejeter. Ils n'ont pas le droit de rejeter lorsque au moins les conditions minimales sont remplies par ceux-là qui veulent. Mais lorsque quelqu'un qui a 26 ans, quelqu'un qui n'a pas d'élu, alors que la loi est claire, il faut que cela soit comme un tamis avant même de... Ce n'est pas un concours d'entrée en 6e. Même au concours d'entrée en 6e, il y a quand même des conditions, il y a des règles. Oui. Donc vraiment, c'est un peu amusant, mais ça montre aux yeux du monde ô combien nous-mêmes, malgré les difficultés telles que le président du RDI a mentionné, c'est le problème de tous les Camerounais. Malgré les difficultés, vous réussissez quand même à trouver le temps pour blaguer. Non, oui, voilà, c'est ce que ça veut dire. Aujourd'hui, pour devenir maire dans ce pays, dans certains contextes, comme le cas du Mayorais, ce n'est pas à plus forte raison être président de la République où des gens s'amusent. Non. Quand nous, on sait qu'on a mouillé le maillot, on a travaillé dur, ou certains responsables jonglent, au lieu de mettre la date à laquelle vous avez fait signer votre document, ils marquent une autre date pour permettre à invalider votre candidature, votre dossier. Et quand les gens viennent faire ça pour la présidentielle, nous qui allons parce que nous avons des convictions, parce que nous avons un bilan, parce que nous travaillons sur le terrain, on voit ça, c'est gênant. Alors, Écho de Dubaï, bonsoir Jean-Jacques et bonsoir à tous vos invités. Je voudrais apporter ma modeste contribution à l'émission de ce soir sur la multiplicité des candidats. La multiplicité des candidats à l'élection présidentielle au Cameroun pose plusieurs problèmes. Cela peut fragmenter le vote de l'opposition, diluant ainsi les chances de battre le parti au pouvoir et rendre plus difficile la formation d'une coalition unifiée. De plus, cela peut s'aimer la confusion dans l'esprit des électeurs et rendre difficile l'identification d'un candidat crédible, d'où le brouillage qu'on évoquait tout à l'heure, et capable de porter un projet alternatif. Voici quelques-uns des problèmes spécifiques liés à la multiplicité des candidatures, fragmentation de l'électorat de l'opposition. Un grand nombre de candidats peut entraîner une dispersion des voix de l'opposition, rendant plus difficile pour un candidat unique de remporter la victoire face au parti au pouvoir qui bénéficie souvent de la base électorale solide. Difficulté de former la coalition, vous l'avez dit, la présence de nombreux candidats peut rendre difficile la formation de coalition. Un nombre excessif de candidats peut rendre également difficile pour les électeurs de choisir un candidat en toute connaissance de cause, surtout si les programmes et les visions politiques sont similaires. Risque de manipulation, un grand nombre de candidats peut également peut être utilisé par le parti au pouvoir pour créer une impression de pluralité et de démocratie tout en conservant le contrôle du processus électoral. Coût élevé pour l'organisation des élections. Organiser une élection avec un grand nombre de candidats peut être plus coûteux et plus complexe. En résumé, la multiplicité des candidats peut affaiblir l'opposition, semer la confusion et rendre l'élection moins transparente et moins démocratique. Samson, depuis Dubaï, on salue les Camerounais qui nous suivent du côté de Dubaï. Alors la question, président Raymond Chiazok, vous avez suivi la réaction de Jean Bruno, monsieur le maire Célestin Yanda tout à l'heure. Multiplicité des candidatures, c'est à saluer ou pas? Je voudrais d'abord dire que toutes les analyses qui ont été faites ne cadrent pas avec ma position, celle de mon parti politique. Et parce que j'ai conduit à l'élection législative de 2020 une liste, je sais à peu près ce qu'on appelle une élection. Ouais. Ce que je voudrais dire, c'est que toutes les analyses qui sont faites ont sûrement leur fondement, leur raison. Mais la vraie raison, c'est un ras-le-bol du peuple camerounais à l'endroit du président Biya. C'est ça le problème. Ne commençons pas ce débat par la pluralité des candidats. Souvenons-nous que
Cham, un fou, s'est mis écrit sur un mur pour dire que lui ne blague pas avec le président Biya. C'est la preuve de ce que le peuple camerounais, dans son entièreté, a vomi le président Biya. Dans son entièreté? Dans son oui, le mesurer par quoi? Comment vous faites pour le... On n'aura pas de mesure. Il en faut. Tout à l'heure, dans d'autres analyses, les gens vous ont dit... Quand vous dites entièreté, le voisin n'est pas d'accord avec vous. Donc on peut parler à l'entièreté quand même. Vous savez, nous sommes au Cameroun. Oui. Vos élites qui vous disent qu'à l'ouest, c'est 100% Paul Biya, ils ont eu le mandat de qui? Pourquoi c'est lorsque nous parlons qu'on voulait mettre des restrictions? Entièreté, on n'est pas... Oui, justement. Oui. Les autres disent également que tout le peuple est derrière le président Biya, que cela ne gêne personne. Non, ça va nous gêner. Ce que je voudrais dire, de toutes les façons, ça va vous gêner, mais je voudrais dire ceci. Lorsque vous voyez plus de 80 candidats, chaque candidat, avec qualité ou sans qualité, a quelque chose qu'il reproche au régime. Oui. Ça, c'est évident. N'allez pas voir, déjà même que c'est un faux débat. Mais le dépôt de candidature n'est pas le mur de lamentation. Non, attendez. Bien dit ce que déjà, je voudrais dire que toutes les analyses qui sont faites, à partir du moment où la loi permet que les gens déposent les dossiers dans cette configuration et que l'ECAM doit recevoir tous les dossiers, je pense humblement que ceux qui ont déposé leur dossier ont leur motivation. Vous savez, monsieur Jean-Jacques Zé, nous sommes dans un pays où nous sommes allés à la dernière élection présidentielle en 2018. Le Cameroun, le peuple camerounais a choisi son président, son excellence Paul Biya. Que ce soit ceux qui l'ont voté ou pas, ont pour président le président Paul Biya. Oui. Lorsqu'il a prêté serment, il a prêté serment pour dire aux Camerounais que dans la prestation de serment, il n'y a pas nous, c'est je. Mais malheureusement, il a démissionné. Il a abandonné son serment. Il a abandonné le peuple. Il a confié le pouvoir qu'on lui a donné, que le peuple lui a donné, à une autre personne que le peuple n'a pas choisi. D'où le mécontentement du peuple. D'où la pluralité des candidatures. Pourquoi ça ne se manifesterait pas par un soutien massif derrière les candidatures sérieuses? Au lieu de venir chacun se balader et faire des déclarations comme on a vu, qui amusent aujourd'hui les réseaux sociaux, pourquoi ne pas, pour être sérieux, se mettre derrière les candidatures sérieuses et peser d'un poids certain? Chacun manifeste son mécontentement à sa façon. Vous savez, chacun, mais je vous dis... Donc on dit dépôt des candidatures, chacun vient avec son problème. Non. D'accord. Je vais vous prendre une preuve ou des preuves. Il y a un Camerounais qui vous a dit qu'il avait été licencié sans façon et que ses droits ne lui avaient pas été payés. Son agent se retrouve au trésor public. Qu'on prenne ça là-bas. Papillon est venu vous dire qu'on ne paye pas ses droits d'auteur. Qu'on prélève là-bas. Je vous dis que si nous mettons de l'intelligence pour analyser les actes que d'autres personnes ont posés, ces personnes ne sont pas nous. Moi, j'ai eu peut-être la chance, j'avais appris avec Hegel, que nul n'est moins seul que le solitaire qui médite dans sa pensée. C'est ceux qui sont allés déposer leur dossier, qui savent ce qui les a animés. Donc, ils sont seuls dans leur pensée. Maintenant, lorsqu'on voit, pour la première fois, M. Jean-Jacques Zé, que même dans le RDPC, on est deux candidats. N'allez pas voir la pluralité des candidats des autres partis politiques. Qui l'aurait cru? C'est le thème, hein, c'est le thème de l'émission. Justement. On n'a pas épargné le RDPC. Voilà. Vous en faites, on n'a pas épargné le RDPC, oui. Pour qui l'aurait cru que même à l'intérieur du RDPC, qu'on ait deux candidats. C'est la preuve de ce que ça brûle partout. Ça bouillonne partout. Les mécontentements sont partout. Le peuple camerounais, je l'ai dit tout à l'heure, je retire ce que j'ai d'abord dit pour dire, je ne dis plus dans sa majorité, pour dire que la grande partie du peuple camerounais a constaté que le président Biya a abandonné le pouvoir. Il a cédé le pouvoir. À quelqu'un d'autre.
D'accord. On poursuit avec naturellement nos invités qui sont là. Joseph, sur la question, vous avez écouté les réactions des uns et des autres. Là, ça s'équilibre un peu. Il y en a qui condamnent, et il y en a qui saluent en disant que c'est une tribune offerte à ceux qui vivent des frustrations et qu'ils en ont profité pour venir les exposer. Et ça veut dire qu'ils ne sont même pas candidats à l'élection présidentielle. Non, du moins je m'en voudrais de continuer sans revenir sur une remarque que vous avez faite. Parce que vous avez dit que cette pluralité de candidatures entraîne un brouillard au sein de l'opposition. Mais je ne pense pas que c'est des candidatures. Prenons par exemple le cas du patron, du président de l'UNDP, oui, de M. le maire Yanda. À peine il déclare sa candidature, qu'il se met à recruter au sein de l'opposition. Parce que nous, au PCC, ça a été une gêne de constater que comment à peine le président Bello Bouba retrouve l'opposition en période de campagne d'élection présidentielle, au lieu de montrer qu'il est revenu dans une famille en orientant vers la mise en synergie des forces, il se met à non seulement à recruter, mais à mettre en avant, c'est comme si c'était un exploit au sein de l'opposition. Donc je crois que c'est ce type de comportement qui peut amener un brouillard. Nous, au PSN quand même, nous avons été agréablement surpris de ces candidatures, parce que lorsque vous prenez le jeune de 30 ans, souvenez-vous que lorsque le président Cabral Libi appelle les Camerounais à se mobiliser, à s'intéresser à la question politique, son message est prioritairement destiné aux jeunes. Donc il dit aux jeunes, prenez la relève, n'attendez pas que quelqu'un d'autre vienne prendre le destin de votre pays en main. Vous allez beau critiquer vos parents, vos anciens qui sont là, mais tant que vous ne prenez pas vous-même votre destin en main, vous ne serez pas sorti de l'auberge. Quand nous voyons donc aujourd'hui qu'il y a un jeune de 30 ans qui se lève pour aller déposer sa candidature, pour nous c'est un bon signal. Il faut comprendre que la majorité, le taux, pour parler pour que le censeur de Cameroun nous comprenne, la grande composante de la population camerounaise est jeune. Oui. Il est anormal qu'on ait des jeunes de moins de 35 ans qui composent 60% de la population camerounaise et que les moins de 30 ans ne puissent pas accéder à la fonction présidentielle. Donc, nous comprenons d'abord ce message. Pour nous, c'est une victoire parce que voilà un jeune au moins qui a eu le courage. C'est qu'à 30 ans, on est prêt. Oui, de dire qu'il est prêt à 30 ans. Ça veut dire que nous, au PC, nous sommes contents. Mais en plus, parce que tout à l'heure, le maire a dit que nous avons appelé à modifier la Constitution pour réviser un certain nombre de choses. Donc nous pensons que ces jeunes-là lancent un message à l'endroit de l'amélioration des conditions de participation à la question électorale. Tout ce que nous disons à ces jeunes et à tous ceux-là qui n'ont pas eu son courage, c'est de prendre 2025 donc comme étant une opportunité pour créer un environnement qui permette à ce que les jeunes soient véritablement pris en compte dans le processus de gestion de leur pays. Parce qu'on ne peut pas être ceux qui souffrent et que vous laissez votre destin entre les mains qui ne sont pas de votre génération. Donc c'est le premier regard que nous avons. Ou le deuxième, tout à l'heure, monsieur le président était en train de le dire, nous observons quand même que dans cette floraison de candidature, il y a davantage les revendications qui sont posées. Donc, et c'est de bonne guerre. Parce que nous qui partons à la conquête du pouvoir, c'est vrai que le PCN, lui, il est tout le temps sur le terrain, il a le temps d'écouter les Camerounais pour comprendre leurs problèmes. Mais c'est aussi un moment de comprendre que véritablement, dans ce que nous voulons adresser comme offre aux populations, il faut écouter les aspects les plus importants qui sont aussi exposés à l'occasion de ces activités. Mais on ne va pas créer la démocratie et interdire aux Camerounais de manifester leur volonté. Il me souvient qu'en 2020, à l'élection a manifesté sa volonté. Oui, nous avons 40. Non, en Côte d'Ivoire, en 2020, nous avons 41 candidats retenus. Oui. Mais peut-être que les gens ne sont pas au courant. Si on a 81 postulants au Cameroun. Est-ce que c'est donc un bon exemple s'il y a eu 41? Non, nous ne voulons pas. C'est pas à nous de parler. C'est pas à nous de parler les âmes. Le sérieux. C'est vous qui avez cité. Le sérieux. Non, je veux tout simplement dire que c'est pas une première. Parce que les gens donnent l'impression tout à l'heure. Je suivais Jean-Bruno Taïs. Ils étaient à 41. Non, c'est la candidature. Je parle des candidats retenus qui ont compétit
Oui. Parce que les postulants même étant au nombre de quoi, à moins que je me trompe, 103 ou 105 candidatures. Finalement, on a tamisé ces 41 personnes qui sont allées en compétition. Mais nous devons... Mais le frère de Dubaï disait que ça entre dans le jeu de fragmentation des voix de l'opposition. Non, je doute fort. Parce que 90% de Camerounais qui se sont inscrits à cette heure savent pour qui ils veulent voter. C'est pas pour des visages qui arrivent nouvellement qu'on découvre pendant que les campagnes le disent qu'on va dire qu'on s'en va faire le choix. Vous savez, lorsqu'on va en campagne à une élection, ce n'est pas pour aller trouver les voix qui étaient déjà fixées, c'est des indécis. Mais au départ, vous avez au moins 60% de l'électorat qui a déjà fait son choix. Si dans ce 40%, il y a un 20% qui décide de ne pas passer aux élections, nous travaillons plutôt à amener ceux qui ne veulent pas aller aux élections pour leur dire que c'est le moment. Donc, nous, ce nombre-là, ces visages-là, ce ne sont pas eux qui viendront, comment dire, réduire la volonté des Camerounais à passer aux électorales. Non, je ne pense pas. Tout le monde sait ici. Et puis, il ne faut pas minimiser les efforts des uns et des autres. Vous avez un candidat ici, à la candidature, M. Ramanier, qui a déposé son dossier. Vous ne pouvez pas dire que c'est un blagueur, parce que vous ne savez pas ce qu'il nourrit dans l'esprit. Et de dire qu'il est incompétent, c'est sur la base de quoi? Laissez les Camerounais s'exprimer. Vous ne savez pas comment ils font pour estimer qu'ils doivent être à ce niveau. Nous-mêmes autour de cette table. En dehors de lui, qui d'autre? Parce qu'on veut donner l'impression que c'est des blagueurs. Parmi nous là qui a eu le courage d'aller même déposer ne fût-ce qu'une chemise là-bas qui porte son nom. Pourquoi nous manquons ce courage? C'est des gens qui ont des convictions. Peut-être que c'est les essais pour eux, pour commencer à préparer un chemin. Ils vont commencer là-bas. Reviendra. Ils vont commencer là-bas. Oui, mais c'est normal. Chacun fait ce qu'il veut comme ambition et les moyens qui sont donnés. En tout cas, nous prenons toutes les... Parce qu'en 2018, nous avons été moqués en disant que nous étions des blagueurs. Voilà. Mais aujourd'hui au Cameroun, qui peut parler de l'avenir du Cameroun aujourd'hui sans l'honorable Cabral Libis? Ce n'est pas envisageable. Si donc en 2018, il s'était réduit aussi à voir comme les autres que non, il est jeune, puisqu'il n'avait pas l'âge qu'il a aujourd'hui, il avait moins de 40 ans, ou bien que c'est un blagueur, parce que l'impression qu'on donne, peut-être c'est qu'il faut qu'on ait d'abord été ministre, qu'on ait dirigé toutes les grandes sociétés du monde, qu'on ait atteint un certain âge, pour donner l'impression qu'aujourd'hui on a le calibre pour aller à l'élection présidentielle. Laissons les gens exprimer leurs convictions. Ce que nous demandons aux candidats, nous en tant que citoyens et le PSN en tant que parti politique, c'est de rivaliser les offres. Donc nous demandons au régime de laisser l'espace, parce que ce que nous gêne, pendant qu'on veut exprimer ce qu'on a comme offre, systématiquement l'administration ne permet pas à l'opposition de s'exprimer. Laissons les candidats et les candidatures se rivaliser à travers les offres qu'ils ont et de dire aux Camerounais de participer massivement au processus électoral. Parce que ce qui est sûr, on étouffe. Tout le monde veut aller au changement. Donnons-nous les moyens qu'au soir du 12 octobre 2025, nous accédons véritablement au changement. Entre-temps, vous avez, le maire a reçu une balle perdue. Hein? Non, je ne m'adressais pas au maire. Le président de l'UNDP, il ne prendrait jamais ce type de risque, à peine arrivé à l'opposition qu'ils sont en train de recruter et de mettre en visibilité. Non, ce n'est pas lui, c'est le président. Oui, je m'adressais directement. Oui, moi, je le président. Monsieur Galang dans sa façon. Je ne sais pas comme ceux qui disent que le président est bon, les autres. Je ne vais pas dire que camarade était bon. Je le connais dans sa manière de se faire. Il n'a pas fait ce que le président a fait. Jamais. Le président, vous savez, lorsqu'on a le problème que l'UNDP a, il faut que les Camerounais comprennent. C'est le fait de rester longtemps dans cette alliance avec le RDPC. Dès lors que nous avons décidé de rompre. Parce que j'avais... C'est une parenthèse qu'on vous accorde, hein? Oui, une parenthèse. Donc il faut que... Je profite de la parenthèse pour dire, pour pas répondre aux camarades. Aujourd'hui, les militants de l'UNDP qui étaient partis il y a plusieurs années retrouvent leurs convictions de depuis. Et donc, ceux qui sont revenus là, c'est qu'ils ont retrouvé leurs convictions. Bien sûr. Ce n'est pas que vous êtes nous n'allons pas... tout ce que les Camerounais cherchent et demandent, c'est qu'il y ait changement à la tête du pays. D'accord. Et si c'est que le changement aujourd'hui passe par l'UNDP, c'est-à-dire les autres camarades de l'opposition ne doivent pas non plus cracher dessus. Et inversement. D'accord. Ramani, sur la question d'entrée, concernant la multitude
des candidatures déclarées ou déposées, les dossiers déposés à Elections Cameroun. Les avis sont divergents là-dessus. Il y en a qui condamnent et il y en a qui pensent qu'il faut aller au-delà de 80 comme chiffre, mais aller voir ce qui peut être motivation. La souffrance pour le président du RDI et d'autres arguments ont été avancés. Les vôtres? Alors, je dirais simplement qu'il faudrait comprendre que la fonction présidentielle, c'est d'abord un engagement personnel et légitime. Pour être candidat à l'élection présidentielle, je crois qu'il y a au moins 3 principes. D'abord, avoir qualité. La première qualité, c'est d'être citoyen camerounais d'origine. Avoir compétence, avoir même capacité. Moi, je comprends qu'il y a actuellement un tribunal de l'Inquisition qui voudrait nous ramener à ce qu'on a appelé à une époque la guerre des religions. Mais quand vous dites avoir capacité, ça suppose quoi? Non, là, mais si vous vous sentez, c'est tout simplement. Si vous vous sentez capable, c'est se sentir capable. Capable, oui, d'aller s'asseoir, de signer les papiers, puisqu'il n'y a pas de course de fond, il y a encore d'athlétisme au palais présidentiel. Alors, c'est le vieux débat qu'on a eu à un moment donné en Europe, notamment après la Renaissance en Europe, où on posait la question de savoir, faut-il limiter le nombre d'églises ou encore de confessions religieuses? Il y en a beaucoup qui disaient que non, il faudrait qu'on limite le nombre d'églises. Et d'ailleurs, concernant notamment le catholicisme, je prends le cas de la France, il y a beaucoup de catholiques qui disaient qu'il n'était pas normal qu'il y ait une autre religion en France en dehors du catholicisme. Suivez mon regard avec les guerres des religions. Donc quand les protestants émergent en France, pour le cas de la France, les protestants sont pourchassés. Donc c'est la chasse à l'homme, ils sont persécutés. C'est ce qu'on retrouve en 2025 au Cameroun. C'est-à-dire que comme... Qui est chassé, qui est persécuté? Mais l'émergence de nouveaux acteurs dans le champ politique, on les dénigre, on dit que c'est des injures, qui n'arrivent même pas à manger, machin, truc, etc. Alors, cela est excessivement dangereux. On est comme dans une famille où le père et la mère existent, un enfant naît de ses parents et dit à ses parents, non, 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 papa et maman, il ne faut plus que vous fassiez d'enfants. Il va être le seul dans la maison. C'est ce qui se passe au Cameroun. Alors, vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé tout à l'heure de candidats sérieux. Mais moi, je ne comprends pas, Jean-Jacques Zé. Excusez-moi de m'étonner. On sait, en épistémologie, on sait au moins qu'il y a 2 qualités qu'on peut attendre d'un dirigeant. Les qualités intellectuelles et les qualités morales. Par qualité intellectuelle, neutralité, objectivité, autre. Par qualité morale maintenant. C'est ça, c'est suffisant. Attends, qualité non, intellectuelle. J'ai dit qu'il y a 2, j'ai donné 2 catégories. Et autres. Ouais. Oui, qualité intellectuelle, c'est l'objectivité, il faut être neutre, il faut être sérieux, ainsi de suite. Maintenant, les qualités morales, on a par exemple la vertu. On connaît bien les théories sur la vertu, qu'un homme d'État doit avoir de la vertu, le sérieux et la probité. Je vous ai entendu dire depuis le début de l'émission que les candidats sérieux. Donc vous voulez dire qu'il y a des candidats qui ont des qualités morales. C'est-à-dire ceux qui étaient là depuis 43 ans, 30 ans, 35 ans. Le côté moral. Moi, je veux le côté moral. Puisque le mot sérieux, sauf si le français a changé maintenant. Quand on dit sérieux, c'est une qualité morale. Donc, désormais, lorsqu'on a été ancien ministre, ou bien quand on a démissionné d'un gouvernement, avec des casseroles, et qu'on se porte candidat à l'élection présidentielle, donc on devient maintenant sérieux moralement. Lorsqu'on a été au gouvernement, on a eu à passer vers le tribunal spécial. On devient candidat sérieux. Mais passer par le tribunal criminel spécial ne fait pas de vous un condamné ou un renégat. Très bien. Tout le monde peut y aller. Hein. Voilà, au moins. C'est pas parce que vous êtes parti qu'on doit vous condamner. Voilà donc la différence oui. de ceux qui sont passés vers le tribunal criminel spécial et la nouvelle génération des gens propres. Je n'ai pas dit juste. Mais bien sûr, par exemple, moi, je n'ai jamais rien. Ceux nouveaux sont forcément propres. Mais moi, par exemple, je n'ai jamais rien volé. Nous, au mouvement républicain, nous sommes contre le vol. Je n'ai jamais rien volé. Comment vous pouvez dire que je ne suis pas sérieux et dire que ceux qui ont détourné l'argent de l'État, ceux qui ont accompagné le système en place, le régime en place, que c'est eux qui sont sérieux? Non. Le terme candidat sérieux, franchement, pour mon point de vue, on devrait mettre ça de côté. Maintenant, j'ai suivi Jean-Bruno Tagny. Je crois qu'il est journaliste. Et on l'a aussi suivi en 2018. C'est vrai, il est un citoyen, il a la liberté de soutenir le candidat qu'il veut. On connaît son candidat depuis 2018 et on connaît son candidat en 2025. Ah bon, vous connaissez son candidat? Mais il le dit, d'ailleurs il a une chaîne de télévision. On sait la ligne éditoriale, nous ne sommes pas des aveugles. Alors, je ne sais pas s'il a parlé en tant que militant ou journaliste. S'il a parlé en tant que... Il a donné son point de vue. Allez-y à l'analyse. S'il a fait cela en tant que journaliste, tant mieux.
S'il a fait cela en tant que militant, tant mieux, mais s'il a fait ça en tant que journaliste, je le mets de côté. Ah, vous recommencez par l'exclusion que vous condamnez. Oui, puisque nous sommes dans une dialectique des exclusions. Chacun veut exclure l'autre. Alors pour conclure, je dis à la fois qu'on n'exclut personne, mais vous voulez exclure quand même. Non, je n'ai pas exclu puisqu'il est candidat à rien. Et quand il parle de cas de baptême, moi j'étais à l'ECAM, personne n'a mis la carte de baptême. Non, c'est une façon de parler. Non, voilà, donc c'est une figure de style comme d'habitude. Oui. Alors, lui, il dit qu'il faudrait qu'il plante sur les dossiers des gens. Hein. Je crois que les dossiers sont sous pli fermé. Qu'est-ce que vous avez fait pour regarder s'il y a ou pas? Attention, voilà comment ça se passe. J'étais à l'ECAM, dans les couloirs, avec les autres candidatures. D'accord. Chacun de nous a confié à l'autre ce qui s'est passé. Moi, j'étais sur le terrain. Donc, moi, on ne m'a pas dit. Chacun de nous, à la sortie, on a causé entre ceux qui ont déposé les candidatures. Chacun de nous sait à peu près ce qui manque. Je voulais d'abord souligner que aucun candidat n'a pu collecter d'abord les 300 signatures. Quant à ce qui est... y compris vous. De cautionnement. Y compris vous. Ah bon? Vous m'informez là? Mais vous voulez dire aucun candidat? J'ai pas de signature. Oui. J'ai pas de signature. Voilà. Oui, bien sûr. Moi, je veux vous le dire. Mais... on oublie que le Conseil constitutionnel peut m'autoriser à compléter encore mon dossier. Ah, vous n'êtes pas encore là-bas. Avec une jurisprudence de 2021. D'accord, on va chuter. Je suis en disant que il faudrait qu'on laisse chacun exprimer ses avis. Si par candidat sérieux, ça veut dire les anciens ministres, c'est dangereux. Si ça, par candidat sérieux, ça veut dire les gens âgés. Parce que ce que vous dites de sérieux, bon, je regarde quand même ceux qui ont d'abord été ministres. Sont âgés de 70 ans. C'est ça que je choisissais de regarder ceux qui ont été ministres. Non, quelqu'un d'autre peut estimer que sérieux, c'est Cabral Libi, c'est Serge Espoir Matomba qui n'ont pas été ministres. Donc on peut le dire. Donc on peut être de la nouvelle génération comme nous autres et être candidat sérieux. Qu'on ne ferme plus les portes. Car on ne peut pas avoir la loi qui protège tout le monde. Il pleut sur tous les toits, la loi protège tout le monde. Et des gens par leur volonté partisane, parce qu'il n'y a pas de neutre, même ceux qui disent ça, on sait qui sont en train de mener ce combat. Dénigrement des candidatures des autres, c'est aussi un conflit de génération. Parce qu'on ne veut pas qu'on émerge aussi. Nous allons émerger. Il est dans le conflit de génération. Et le peuple dira à la fin qui est le bon candidat. D'accord. Éric Foyet, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques Zé, merci pour l'honneur que vous me faites d'être sur ce merveilleux plateau. Je suis très heureux de voir la star de l'Est de M. Zoc. Oui. Bon, star politique. On est dans... Non, peut-être star politique quand même. Pour une fois, on dit je ne sais pas pourquoi Jean-Jacques veut m'aider, mais je dis la star de l'Est que nous recherchons depuis parce que nous avons eu ces échos. Et je crois qu'il a pondu une tribune encore ce matin qui a réveillé mes... Vous le recherchez Univers ou Akere Mouna? Qui le recherche? C'est la même chose. Je vous rappelle que Akere Mouna est le candidat du parti Univers. Mais je voulais très rapidement, avant de saluer les co-panélistes, je voulais rapidement corriger quelque chose que mon ami Jojo, que je retrouve sur le plateau, a dit ici qui n'est pas exact. Je crois que le PCN n'était pas à l'élection de 2018, l'élection présidentielle. Je crois que c'est le parti Univers. Il faut savoir parfois rendre à César ce qui appartient à César. C'est nous qui avons fait de Cabral ce qu'il est devenu aujourd'hui. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut quand même le dire. C'est pas qu'en 2018, le PCN, non. Il n'y avait pas de PCN en 2018, du moins connu, puisqu'il existait dans quelque part là-bas où les gens se bagarrent, je ne sais pas trop pourquoi, ça ne m'intéresse pas. Je voudrais quand même aussi, d'abord, avant de saluer les autres personnes dont on m'a demandé de saluer. Non, quelques secondes. Célestin Yandal, pour qui je me suis battu, il était encore en prison, pour des causes extrêmement importantes, fondamentales. C'est ce genre de jeunes que j'aimerais voir ministre, peut-être à mes côtés en 2026. Mais on aura l'occasion de faire plus ample connaissance plus tard. Je voudrais dire que je ne peux pas ne pas saluer mon vieil ami, le docteur Hier Amani, qui a beaucoup travaillé depuis des années sur le plan dans l'ombre politiquement et qui a établi un certain nombre de dogmes, un certain nombre de livres et qui continue à former des jeunes à la jeunesse. S'il est candidat aujourd'hui, je lui souhaite bon vent. Merci. Je lui souhaite beaucoup de courage parce que c'est assez difficile dans notre environnement. Pour revenir à la question, avant de revenir à la question, il faut que je salue particulièrement les populations de Darak, les populations de Kamchi, les populations de Bamongum, les populations de Gabou, parce que ces populations, je vous dis monsieur, non, je ne suis pas en campagne, je suis dans le thème de la multitude des candidatures. Ces populations ont vécu au vif Boko Haram, les guerres dans le Nozo,
les catastrophes naturelles et sont scotchés derrière votre émission et m'ont dit il faut leur dire bonjour parce qu'ils font partie de ceux qui expliquent le débat qu'on a aujourd'hui. Pour revenir donc proprement à la question que vous posez, pourquoi ces multitudes de candidatures? Moi je pense que c'est pour distraire le peuple camerounais. Ces gens ne se sont pas levés de leur chambre pour aller déposer leur candidature de manière anodine. Et vous suivez, les discours sont tous un peu humoristiques. Oh, tel me devait l'argent des droits d'auteur et puis qu'on prenne la barre. Vraiment, ça a tout, mais ça manque de toutes les façons de sérieux. On comprend tout de suite que le système en place veut banaliser la fonction présidentielle, veut banaliser la posture du candidat. Je crois que nous savons tous, et on a eu plusieurs débats, même sur ce plateau, où on disait qu'il y avait 18 partis politiques qui étaient en capacité d'investir en dehors des 300 signatures. Nous savons tous au Cameroun qu'il est presque impossible d'obtenir les 300 signatures. D'où vient-il qu'on se retrouve à une pléthore de candidats qui viennent de toutes les formes, de tout type de société. Vous avez vu une femme en Gaoundé qu'on allait ramasser, on a mis son charbon à côté, que laisse un peu ton poisson, on vient être candidat à l'élection présidentielle. Elle n'a même pas très bien compris ce qui se passe, mais elle est candidate. On ne va pas faire le débat dessus. On va voir des gens qui sortent de nulle part et disent que Dieu m'a dit de venir candidat. On peut comprendre que depuis près de 40 ans, le fauteuil des Toudi est vide. Quelqu'un gouverne par procuration, par délégation de signature, et rien ne marche assez bien dans notre pays. Mais je voulais vous dire quelque chose, M. Jean-Jacques. Au-delà de tout ce constat que le Camerounais lambda peut avoir, il faut se poser la question substantielle. Notre pays est en danger. Que deviendra notre pays dans 80 jours? Le jour où on va sonner la fin de l'élection présidentielle. Parce que c'est ça la vraie question. Les questions de 80 signatures, vous nous emballez dans un débat qui nous empêche de préparer l'élection elle-même. Parce qu'on s'écarte là, par exemple, des candidatures que certaines personnes ont voulu écarter. Parce que j'estime que si nous étions d'accord, et j'étais l'une des premières personnes à le dire ici, le mandat impératif est nul, c'est une distraction, il n'y a pas de port entre le mandat impératif et le code électoral. Pour être candidat, il y a 18 partis qui étaient capables d'investir. Sans passer par les signatures. Sans passer par les signatures, parce qu'il est clair pour moi qu'il est presque impossible d'obtenir ces signatures. Sauf si le shérif qui a oublié qu'il envoie les abeilles de temps en temps. Que le remède des abeilles, c'est la fumée. Parce qu'il faudrait qu'il s'habitue. Parce qu'avec ces menaces qu'il lance tout le temps, il faudrait qu'il s'habitue à comprendre que dans le Texas, il y a les shérifs. Mais au-delà des shérifs, il y a des légions de shérifs. Ça veut dire que vous avez ce qu'on appelle les rangers, qui viennent au-dessus des shérifs et qui parfois coiffent les shérifs. Il va envoyer les abeilles, on va agiter les fumées. Donc il faudrait que, sur le sujet exactement, que nous sachions que en 2025, qu'on ne se trompe pas, les 17 partis politiques en dehors du RDPC qui sera exclu parce que son président d'abord est très âgé. Je ne suis pas sûr qu'il joue de toutes ses capacités. Il n'y a pas de limitation d'âge là-bas. Non, mais la loi camerounaise parle d'abus de faiblesse. Il n'y a pas de limitation d'âge. Je suis d'accord avec vous. Il faudra le prouver. On va arriver au contentieux. Il faudrait que le président même seulement... Pour dire que le candidat du RDPC ne peut pas... Il y a abus de faiblesse. Si votre papa va à un terrain... L'élection et le droit, c'est important. Ah, ça, c'est pas moi qui fabrique le droit. Si votre parent vend un terrain aujourd'hui au Cameroun et qu'il a 90 ans, ses enfants sont à même de récupérer ce terrain en estimant qu'il n'a plus toutes ses facultés. Je crois que c'est connu. Je parle devant un éminent juriste de soi depuis de longues dates. J'espère qu'à la sortie d'aujourd'hui, notre amitié ne va pas se terminer parce que je l'ai recadré. Donc, je voudrais quand même dire ici qu'il est très important qu'on sache que la candidature du chef de l'État, même sans la deuxième candidature, sera attaquée pour abus de faiblesse. Allez-y, continuons. Oui. Et je voulais vous dire aussi que l'opposition, dont les 18 partis, ou les 17, parce qu'on enlève le parti qui est au pouvoir, se parlent. Je parle ici devant monsieur le maire. Qu'on arrête de dire qu'on va disperser les voix, qu'on n'est pas obligé d'expliquer toute la stratégie ici. C'est même l'une des raisons pour lesquelles certains partis ont les doublons, ont les triplons, parce qu'on veut à tout prix embastiller les voix du peuple, à étouffer le peuple, pour ne pas permettre, on se parle, on discute, on négocie parce que nous avons tous un objectif en commun, c'est le devenir du Cameroun dans 80 jours. D'accord. Il n'a pas parlé depuis Raphaël sur la question. On l'a fait exprès, que vous écoutiez un peu tout le monde parce que votre parti, plus d'une fois, a été indexé sur cette affaire. Il y a donc multiplication ou multiplicité de candidatures parce qu'il y a un ras-le-bol, parce qu'il y a la misère qu'on ne peut plus supporter, et bien parce que le fauteuil présidentiel serait vide.
où on gouvernerait par procuration. Tout ça pour dire que ces Camerounais-là, il faut prendre leur démarche au sérieux. Jean-Jacques, vous êtes stratège. Hein? La sortie de Jean-Benoît Taïen, c'est la thématique que vous avez, sur laquelle vous avez convoqué ici. Nous y sommes. Première chose, si ça avait été Élie Kamti aurait demandé ou limité, ou si vous voulez, toiletter à la base, on allait dire que le régime-ci ne veut pas voir l'opposition émerger. Oui. Mais je me réjouis que lui, il a dit ça. Et que quand il le dit, comme nous ne sommes pas dupes, on comprend véritablement que il est en train de vouloir tirer la sonnette d'alarme sur la possibilité de l'exclusion du candidat du Manigem. Il ne sera pas exclu, monsieur. Là, on est toujours dans une lecture. Il ne sera pas exclu. C'est un candidat d'un parti qui dit qu'un autre candidat sera exclu. Sur quelle base? Alors, il dit qu'il sous-entend. Sur quelle base? Ça ne va pas se faire. Non, il n'est pas le conseil constitutionnel. Il ne fait partie du pouvoir. Il ne fait aucun parti. Vous avez peur de ces candidatures seront validées. Il est libre d'estimer également qu'il y en a qu'on va valider. Vous avez dit qu'on allait rejeter celle du RDPC. Voilà, donc vous êtes d'accord. Permettez qu'il dise également qu'il y a le risque d'exclure une autre candidature. Il n'a pas parlé de risque, il a dit que... Il a dit de façon péremptoire qu'on va exclure celle du RDPC. J'ai donné les éléments. Allez-y, Raphaël. Monsieur Foyer, je vous connais à l'époque à TBC. Faites attention de m'amener sur ce jeu, parce que depuis que tout le monde parle là, on s'écoute religieusement. Nous sommes tous jeunes ici. Donc, on n'a pas besoin de cela. Je dis donc qu'il est Jean-Benoît en train de vouloir... dans une certaine mesure, faire cette annonce-là. Pourtant, si on est démocrate au Cameroun, on sait pertinemment que ce candidat que j'indique pour le Manigem aujourd'hui, alors qu'il y en a deux. Alors, si j'indique qu'un candidat, on ne sait même pas lequel je parle, ce candidat que moi, dont je parle donc, a refusé d'aller à l'élection présidentielle lorsqu'il était à la porte d'en face. Je parle de là. On va arriver au thème. Vous avez suivi, nous y sommes même déjà. Nous y sommes même déjà. Oui. Monsieur le maire a dit quelque chose de très très important. Ça dit qu'il a dit, parfois les gens ne comprennent même pas comment on peut faire pour constituer le dossier pour être conseiller municipal. En Gomzap, j'ai déjà essayé ça en 2020. C'est dur. C'est pour dire que ceux qui vont à l'église, Jésus qu'ils avaient dit, laissez tout ça grandir. Voilà donc aujourd'hui, il n'est pas question d'exclure quelqu'un. Tu viens seulement avec ta carte de baptême, disons ça comme il a dit, je reprends ces mots, carte de baptême, carte de naissance. On dit 82 candidats. Ok. Maintenant, est-ce que nous pensons que c'est comme ça qu'on va renverser le gouvernement? Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que on se rend bien compte, je vous l'ai dit, peut-être que pour vous, nous n'y sommes pas encore. Mais je vous dis que vous êtes un stratège. Ça dit que, actuellement, qu'est-ce qui fait problème? Vous avez suivi, le représentant du PCN a dit que lorsque le UNDP revient à l'opposition, comme s'il n'y était pas, même étant dans l'alliance du avec le RDPC, il y était, puisque voici un conseiller municipal assis. On commence par un conseiller municipal. Oui, et maire encore. Il est donc maire. Il est assis. Ça signifie que l'alliance-ci était juste pour l'élection présidentielle. Au moment où nous allons sur l'élection locale, chacun se bat comme il peut. Et je me réjouis de savoir qu'il est maire dans une zone qu'on appelle le Rebouba. Ça veut dire qu'il peut parler escalité des actions sur le terrain et des luttes. Cela veut dire que, au-delà de ce que certains peuvent penser, que les dés sont pipés et tout, ce n'est pas toujours vrai. Parce que quand on dit Rebouba, personne sur ce plateau n'ignore ce que cela veut dire. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas le fait que je cite mon ami, il y avait un parti du PCN pour aller à l'UNDP, c'est mon ami. Il a démissionné. C'est ça qui dit le parti du PCN, non? Donc démissionné. Et qui est démission qu'on peut voir, comme le professeur Moïse Kamto a démissionné du MRC pour aller au Manigem. Ceci, c'est justement... la question de la fragilité de nos partis. Nous y sommes, Jean-Jacques. Voilà, ça dit que cela donc résulte en quoi? C'est dans ce fait que les gens ne supportent pas la contradiction. C'est-à-dire que la démocratie, c'est quoi?
c'est à un moment donné la force des opinions. Ça dit que nous sommes 4 sur, je ne sais pas, 6 personnes. Et puis les autres, on appelle ça là, le fair play. Il faut dire ça à Jean Bilotin, qui est un brillant journaliste sportif. Il a commis des ouvrages dans ce sens. Le fair play. Est-ce que les gens acceptent que, quand on a dit que c'est vrai comment on avance. C'est pour ça qu'il y a la fragilisation au niveau des partis politiques et dans l'ensemble. Je n'exclus pas le mien. Parce que sinon, il n'y aurait pas Kéré Nana qui est aujourd'hui au devant de la scène. Je n'exclus pas qu'il y a au sein du RDPC des frustrations. Mais il s'avère qu'à un moment donné, lorsque nous sommes en conférence de sous-section, en conférence de section, les décisions sont tellement houleuses que les gens en viennent en bas. Vous avez les épisodes où à un moment donné, on a barré les routes parce que tel n'a pas été président de section. C'est pour dire quoi? Est-ce qu'on doit rentrer comme en Chine, le Parti communiste, vraiment, où il y a plus la force de développement, c'est en interne. Oui. Au lieu que nous voyons tout ce foisonnement des partis politiques aujourd'hui. Donc, honnêtement, Jean-Jacques, ce que nous devons faire en ce moment-ci, c'est qu'effectivement, comme Crédit Foy l'a dit, nous attendons la publication des listes, nous attendons le contentieux préélectoral, et on aura peut-être 40, peut-être moins, et tout et tout. On ne peut pas avoir plus de 10 candidatures. Ah, heureusement. D'accord. Selon vous. Donc, vous voyez qu'à ce niveau-là, pourquoi donc aller animer la galerie? Pourquoi on anime la galerie? Parce qu'on estime que, comme le président le disait tout à l'heure, la mauvaise vie, si on veut commencer par lutter contre la mauvaise vie, allons d'abord être conseiller municipal, aller à l'Assemblée. C'est ce que nous avons salué avec Cabral Libi, qui hier était à l'univers, comme il a si bien dit, aujourd'hui au PCRN, mais il y a des élus. Ce qui fait qu'ils peuvent quand même faire lever leur voix. D'où vient-il que dans un pays comme le nôtre, actuellement, si nous avons moins de 10 millions d'inscrits, mais tout le monde pleure la vie chère, tout le monde pleure les mauvaises conditions de vie, nous n'avons pas été capables de demander aux Camerounais en âge de voter, d'aller s'inscrire sur les électorales. Et j'aime souvent le dire, ça commence dans nos maisons. Combien sont ceux qui seront présentés les candidatures avant la fin de l'autre jour, qui peuvent dire que dans ma maison ou dans ma famille, tout le monde connaît la famille nucléaire, ont quand même pu amener 10 personnes à s'inscrire. On a moins de 9 millions d'inscrits. On n'est même pas sûr que les inscrits là iront voter. Ça veut dire que c'est un échec qui concerne l'ensemble des Camerounais. Et c'est pour cette raison que beaucoup pensent, pour le cas du RDPC, le RDPC c'est militant, dans les 360 communes. Donc vous comprenez qu'en ce moment-là, il peut jouer sur ces militants, sans tenir compte des nouveaux inscrits. Vous dites que vous avez environ 3 millions de personnes qui sont dans les structures du parti. Si on prend la cellule, vous comprenez que c'est vraiment difficile. Non, c'est important de le dire. C'est important, c'est tellement difficile que, au moins, quand l'on se retrouve ici, en train de se tirer, les gens sont de l'opposition, ils s'entredéchirent, ils s'opposent au quotidien et ils pensaient qu'on va renverser la donne. D'accord. Ce n'est pas une bonne pensée. Alors bonsoir, M. Zé, très belle émission. Dites au monsieur Angandoura Bleu de laisser les autres donner leurs opinions. C'est la démocratie, pas la guerre. Paul Biya, oui. C'est ce qui est écrit, hein. Je lis seulement. Bonsoir, je tenais à intervenir dans votre émission pour dire à votre invité en Rangers. Un Rangers n'est pas au-dessus du shérif. Vraiment, nous amenez pas au Texas ou dans les films western. Celui qui est même venu à la fête des shérifs au Cameroun, lui, c'est ce qu'il recherche. Non, au Texas, Rangers n'est pas au-dessus d'un shérif en termes de juridiction et d'autorité hiérarchique. Merci, mon frère. On verra cela après. Allons sur les partis politiques. Pourquoi la candidature qu'est-ce qu'il dit? Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir au panel. Nous avons vu beaucoup de dépôts de candidatures fantômes. Pour ça, se produire que le Trésor public délivre un reçu de versement de 30 millions, que ce reçu de versement de 30 millions soit pris au premier compte dans le dossier de candidature Séverin monté depuis Yaoundé, qui souhaiterait que lorsqu'on vient avec les dossiers, la pièce essentielle soit le cautionnement de cette tranche. Si on n'a pas pu déposer le même jour, le conseil personnel... Bonsoir Jean-Zé et votre panel. Nos opposants, au lieu de chercher des stratégies, comme ils peuvent remonter les choses, c'est le président Biya, le brosse à dents. Je les invite à savoir que les États-Unis d'Amérique ont eu
un président qui se déplaçait sur chaise roulante pendant 4 mandats. Bien vrai qu'il était décédé au début du 4e de 33 à 45 au nom de Franklin Delano Roosevelt. Monsieur Ondoa depuis Dakar au Sénégal. Salut à tous ceux qui nous regardent du côté du Sénégal. Bonsoir, je disais, bien vouloir corriger multiple en ajoutant S. Voilà, merci de regarder attentivement notre émission. C'est aussi ça la participation. Bonsoir. C'est Christophe de Douala, le contentieux préélectoral s'ouvrira après le 11 août. Le problème du Manidem avec 2 candidatures n'est aucunement pareil à celui du RDPC qui aussi a 2 candidatures. On ne saurait parler de bicéphalisme au Manidem du moment où le Congrès a statué sur l'investiture de son président. Le Manidem ayant un élu en 2020 ne saurait être le même dont le candidat monsieur qui a présenté à Maurice Kamto. Le RDPC par contre n'a tenu aucun congrès de réinvestiture de Paul Biya et par conséquent tout militant peut se prévoir là candidat jusqu'à tenue du congrès avec un nouveau bureau exécutif. C'est long ce que vous avez écrit, c'est tout un livre là et puis vous n'avez pas mis, vous n'avez pas signé malheureusement votre message. On a compris l'essentiel. Bonjour, dites à notre ami de l'UNDP d'arrêter de distraire le peuple camerounais. Vous êtes comptable en même temps que le RDPC, votre président est comptable. Depuis le premier régime jusqu'à ce jour, il a conduit. Voilà, c'est assez long. Essayons d'être bref. On a lu l'essentiel, c'est le plus 33. Ça vient de la France. Monsieur le Président, avec un regard externe, vous voyez ce qui se passe dans les partis politiques aujourd'hui. Multiples candidatures, démissions en ce moment précis. Est-ce que c'est le résultat de la fragilité de nos partis? N'ont-ils pas de socle solide ou c'est le vent du mapartisme qui semble être violent? Oui, vous savez qu'il faut d'abord identifier les démissionnaires. De quel parti partent et pour rejoindre quel parti politique. J'ai toujours dit dans mes interventions que la politique dans notre pays est tribalisée à 85%. Chaque leader de parti politique trouve sa base dans sa région, son département et son arrondissement d'origine. Mon ami Yaya Bello Daïrou, c'est un ami, un très grand ami. Il y a beaucoup d'amis sur ce plateau. Oui. Vous savez que j'ai échangé avec lui il y a cela 3 ans. Il m'avait clairement dit qu'il était de l'UNDP et que c'est l'alliance entre le RDPC et l'UNDP qui lui a fait partie de ce parti politique pour rejoindre le RDPC. L'alliance date de 97. Hein, ça veut dire que lorsque l'UNDP défait donc cette alliance, il rentre à la maison. Je ne veux pas dire qu'on a des militants qui ne sont pas par idéologie. Non, il n'y en a pas. Même dans le RDPC, aucun parti politique au Cameroun. Même le vôtre. Même le mien. Il n'y a aucune idéologie. Oui, vous savez. Ah d'accord. Quand je dis cela, tout le monde sait qu'à un moment, les Camerounais avaient pensé que il n'y avait pas un centimètre entre le MRC et le professeur Maurice Kamto. Le voilà aujourd'hui qui a démissionné de ce parti politique, qu'il a tant aimé, qu'il a tant vanté, pour atteindre un objectif. Là, ce n'est plus question d'idéologie. Ce n'est plus question d'idéologie. On peut se poser la question de savoir, est-ce que le Manidem et le MRC ont une même idéologie? Est-ce que ce que le MRC proposait au peuple camerounais est la même chose que le Manidem propose? Je voudrais rapidement profiter pour expliquer pourquoi. On n'a pas beaucoup de temps. Justement, allez-y droit but. Pourquoi les partis politiques de l'opposition ne peuvent pas faire véritablement une alliance. Vous savez, il y a un problème sur la forme de l'État. Il y a certains partis politiques qui proposent aux Camerounais le fédéralisme. Il y en a qui pensent que depuis 1972, nous sommes partis du fédéralisme et qu'il n'est plus question qu'on rentre là-bas. C'est un débat fondamental sur l'idéologie des partis politiques. Malheureusement, aujourd'hui, on appelle tout le monde parti politique de l'opposition. Pourtant, chaque parti politique a une idéologie. Moi, par exemple, au RDI,
je ne peux faire aucune alliance avec un parti politique qui propose le fédéralisme au Camerounais. Pourquoi? Parce que j'ai été moulé par mon défunt père qui a fait l'UPC, l'UNC, l'ORDPC, qui m'a dit qu'il y a toutes les vitesses en politique sauf la marche arrière. D'accord. Ça fait donc devenu, pour chuter, devenu président d'un parti politique, maîtrisant l'histoire politique du pays, je ne peux pas aller. Et là, les alliances sont difficilement. Voilà l'une des raisons et la plus importante. Je pense qu'on va bien expliquer le fédéralisme. Ramani, là c'est le politologue que j'aimerais convoquer. Pourquoi il y a ce mouvement, un parti, 3 candidats, un autre parti, 2 candidats? Est-ce que c'est le socle qui manque? Est-ce que c'est la vision qui manque? Est-ce que c'est l'idéologie qui manque? On n'est pas attaché au parti, on est attaché aux intérêts? Vous savez, dans le principe général, lorsqu'on parle de candidature à l'élection présidentielle d'abord, l'esprit de la loi, c'est au moins 2 principes. 1, le principe de l'égalité, LE. Donc, toute candidature doit se conformer à la loi. Et il y a maintenant dans l'esprit de la loi l'égalité des chances. Et on sait très bien que lorsqu'on veut être candidat à l'élection présidentielle, il y a au moins 3 conditions substantielles, donc sine qua non. Il y a d'autres conditions. La première condition substantielle, c'est être Camerounais d'origine. La seconde, être âgé d'au moins 35 ans à un moment donné. Et troisièmement, résider sur le territoire national pendant 12 mois au moins. Voilà la loi. Quelqu'un se présente donc, vous lui dites non, il est un blagueur, il est un fainéant et autres, et nul ne peut empêcher un citoyen d'exprimer sa candidature. Ce serait porter atteinte à sa liberté. Alors, qu'est-ce qu'un candidat sérieux? Si vous permettez rapidement. Vous êtes revenu à ce débat. Un candidat sérieux, c'est un candidat âgé. Donc, oui, ça dit qu'il faut avoir au moins 70 ans. Un candidat sérieux, c'est un ancien ministre qui a travaillé avec le même régime. C'est une caricature. Et on a dit en politique, on avance. Là, un candidat sérieux, c'est un candidat riche. Un candidat sérieux, troisièmement, c'est un candidat riche. Donc, il faut donc le suffrage transitaire au Cameroun. Vous répondez à qui finalement quand vous faites ce descriptif? Oui, ça veut dire qu'il faudrait que les commerçants uniquement soient candidats. Donc, alors, et la multiplicité des candidatures à l'intérieur des partis politiques ou encore les divisions nous permet de comprendre, de voir ceci. On constate quoi? Il y a des partis à double tête, les candidatures à double tête, donc il y a double tête. Il y a même un parti politique à triple tête. J'ai été moi-même témoin à Ilécamp, l'UPC. Et je rappelle d'abord que sur le plan juridique, l'UPC n'a aucun représentant. On est d'accord là-dessus. Contrairement à ce qu'on raconte partout. Car le Sénat est constitué de 2 types de sénateurs, si je peux parler ainsi. Il y a les sénateurs élus, qui sont là au nom des partis politiques et qui représentent les partis politiques, et ils sont investis par les partis politiques, et les sénateurs nommés. Et ils sont nommés par décret présidentiel. La loi n'a pas dit qu'il faut nommer absolument un membre d'un parti politique au Sénat. La loi n'a pas non plus dit que les sénateurs nommés représentent les partis politiques. On ira chez Clément. C'est votre point de vue. Non, c'est pas un point de vue, c'est le droit. C'est votre point de vue. Ce n'est pas un point de vue, c'est ce que je sais de quoi c'est le droit, monsieur. Je suis d'accord, mais ce n'est pas nous qui disons le droit. Il y a une structure qui va aller dire le droit. Non, si j'ai été formé pour dire le droit, les autres le disent au tribunal, nous le disons ici. Oui, alors, je dis donc que l'UPC a 3 têtes. Abdourahmane Amadou, il a un 3e nom là. Ça m'échappe un peu. Ça vous échappe pas. C'est pas le plus important. Donc, Abdourahmane Amadou Baba, qui est lui, candidat de l'UPC imaginaire de madame. Elle n'est pas imaginaire. Parce que sur le plan juridique, l'UPC, puisqu'on le présente, là-bas, ils ont dit que l'UPC a un représentant. Est-ce qu'il y a eu un débat là-bas? Vous êtes allé à Ilécamp pour déposer votre dossier. Est-ce qu'il y avait un débat ouvert sur le plan juridique? Cette UPC a une décision de justice de la Cour suprême qui la réhabilite et qui reconnaît l'UPC de madame Ebi Baïssa avec Pierre Balaguet-Cotte. Donc ils ont une décision de la Cour d'appel qui valide leur congrès qui s'est tenu au palais de congrès. Donc tu ne peux pas dire qu'ils n'ont aucune base juridique. Laissez-moi parler, je vous l'annonce. Alors les autres contrats se disent aussi être légitimes. Malgré qu'on dit que c'est lui le légitime, dans ce débat on peut le faire. Et la présidente c'est Abiba. Dans tous les cas, il y a plusieurs têtes à l'UPC. Alors, je souligne en disant que à l'intérieur des partis politiques, il y a des combats. Un parti politique, c'est une organisation politique et stratégique. Il y a des combats. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas un militant d'un parti politique qui ne rêve pas
d'être un jour le candidat du parti. Pourquoi ça ne se gère pas à l'intérieur, au cours du congrès, ainsi de suite? On attend en ce moment pour que les uns et les autres présentent leurs ambitions. J'aimerais souligner que le mode de sélection interne des candidats varie en fonction des partis politiques. Le congrès n'est pas la seule règle dans tous les partis politiques. Je prenais exemple, voilà. Oui, il y a des partis où, statutairement, de façon statutaire, on sait déjà qui est le candidat. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Je peux prendre le cas de, par exemple, le RDPC, vous avez... Mais il y a un congrès avant. Oui, il y a eu... Voilà. Mais, non. Une fois que la règle du parti dit que le candidat... Parlons de droit. Le candidat, le président national du parti est le candidat, plus besoin de congrès. Si, parce qu'il faut élire le président national, monsieur. Non, il n'y a pas de congrès parce qu'ils disent que le bureau politique s'est substitué au congrès. Et donc, ça n'annule pas. Au cas où il y avait un congrès, on s'appuierait simplement sur cet article 27 qui est l'exception, qui n'est pas la règle. C'est scientifique, qui n'est pas la règle. Le RDPC actuellement n'a pas un président statutaire. Pour qu'il ait un président statutaire, il aurait fallu qu'il y ait un congrès qui désigne ce président. Je suis dans le donc ne permet pas que le bureau politique donc restez scientifique. Vous voulez parler à ma place? Je vous connais très pointu scientifiquement. Vous voulez parler à ma place? Alors je dis simplement que la multitude des candidatures dénote aussi à l'intérieur d'une mésentente entre les membres d'un même parti politique. Par exemple, si nous prenons le cas du RDPC, ça dénote d'une mésentente. Si M. Teller Onana décide lui aussi d'être candidat, ce n'est pas de l'harmonie, sauf si les règles de logique ont changé sur ce plateau. Si maintenant, au Manidem, il y a le Bombok Yebga qui est arrivé d'ailleurs à Elekam avec une canne et beaucoup de fétiches aussi. Venant de là. Il sentait beaucoup de vin blanc. C'est quoi, c'est pas cher, non. On est sorti dans le dénigrement que vous avez condamné tout à l'heure. Voilà. Vous avez condamné le dénigrement des candidats. Moi, je l'admets plutôt. C'est une description qui n'est pas toujours... Mais c'est un bonbon. C'est un bonbon. Les fétiches... Mais Jean-Jacques Zé, donc vous méprisez quelqu'un qui sort de la grotte de Ngoglituba. D'accord. Avec les fétiches. Sur le doigt. Vous maîtrisez, on le dit sur le doigt en disant que RDPC, Manidem, UPC. Bon, pour l'UPC, bon. Alors, ils sont tous dans les mêmes univers. Et univers, oui, c'est le même problème. C'est pas univers. Parce qu'il faut être là, il faut intimide. Univers a aussi double tête. J'aimerais simplement souligner ceci. Mais on a déposé le dossier, nous avons vu. Un fou pour aller déposer un dossier. Qui est vous? Qui est vous? Un fou pour aller déposer un dossier. Vous savez, il a conclu que c'est le résultat des mésententes à l'intérieur. Il y a des personnes qui doivent réagir rapidement. Je conclus que la loi n'a pas dit que lorsqu'il y a une pluralité de candidatures, toutes les candidatures doivent être rejetées illico presto. Oui. Il faut nuancer. Donc il y a des partis politiques où il y a plusieurs candidatures. On va statuer valider qui a véritablement droit. Alors, sur cette question, l'UNDP, pour cette saison électorale, on n'entend pas beaucoup de bruit. Même par le passé, on a eu des gens qui sont aussi partis sur des mésententes. Quelle est la lecture que vous faites de la situation aujourd'hui des partis politiques engagés à la course élection où on voit des candidatures qui se multiplient à l'intérieur? Je pense qu'on n'a pas besoin d'épiloguer longuement sur cette question. Ce que nous, on constate, c'est le manque de congrès et même des réunions qui précèdent des instances de ces formations politiques. À l'UNDP, par exemple, ce n'est pas seulement à la présidentielle. À tous les rendez-vous électoraux, l'UNDP tient toujours son comité central. Et c'est au comité central que les décisions d'investiture ou, pour ce qui est de la présidentielle, les précédentes, de la position, comme le cas de 2025. D'abord, il y a eu la base qui a manifesté à partir des fédérations des sections. Parce que l'organisation de l'UNDP, il y a les fédérations qui constituent les sections, les fédérations qui ont fait un travail
qui ont sollicité que l'UNDP doit avoir une position claire à cette élection présidentielle qui pointe à l'horizon. Par la suite de ces réunions de la fédération, des fédérations, le parti a décidé donc de convoquer le comité central, au cours duquel des décisions, des résolutions ont été prises. D'abord, la première décision était de mettre fin à l'alliance qui... Tambele Bouba est toujours au gouvernement. Non, Tambele Bouba n'est pas au gouvernement. Ah, il a démissionné. Il faut que cela soit clair pour le Cameroun. On ne peut pas parler d'un candidat à l'élection présidentielle ou qui a vidé toutes ses affaires au bureau, à qui on a retiré les gardes du corps, qui a quitté la maison de fonction, qui a même remis les véhicules, et quand on dit la lettre de démission a été déposée à la présidence, la lettre n'est pas adressée à la presse. Beno Bouba, ce n'est pas n'importe qui. C'est l'homme à la parole rare. Oui. Si aujourd'hui sa candidature fait bouger, ce n'est pas pour rien. Et nous l'avons dit, nous ne sommes pas là pour faire du bruit, beaucoup de bruit. Donc le problème organisationnel. Organisationnel. Donc aujourd'hui, vous n'entendez pas de bruit dans l'UNDP. Tout au contraire, quand on entend dire que l'UNDP à peine retourné dans la vraie opposition, recrute dans le parti d'opposition. Non. Le cas par exemple des militants du SDF, qui étaient exclus, des exclus, parce qu'il faut que cela soit clair. Les exclus du SDF qui sont restés depuis un certain temps, ont observé la scène et qui étaient en contact avec le président Beno Bouba et qui attendaient effectivement cette rupture pour prendre position. Et ils ont choisi de le faire à l'ouest, à Bafoussam. Ce qui s'est passé hier. Parce que lorsque d'aucuns pensent que nous ne venons pas pour recruter, et heureusement que le camarade, le président, a bien souligné le cas de Abelo, qui le disait depuis. Et je l'ai dit, on ne s'était pas entendu avant. Donc, l'UNDP, le seul problème que Bello Bouba avait avec ses militants, ses cadres d'antan, c'est de rester dans cette alliance qui n'a rien apporté aux Camerounais, parce que il ne faut pas résumer ou caricaturer l'UNDP à la partie septentrionale. Ça a quand même donné quelque chose, non? Non. Une si longue alliance. Une si longue alliance, c'est que lorsqu'on marche avec un partenaire ou un vis-à-vis, on lui donne le temps. On l'écoute. C'est cette patience, c'est ce sens de loyauté, et qui, finalement, a fait perdre beaucoup de plumes que l'UNDP est en train de reprendre. Je l'ai dit, nous ne parlons pas beaucoup. C'est-à-dire, je ne suis pas venu dévoiler les stratégies de l'UNDP sur ce plateau. Je suis venu dire que la candidature de l'UNDP tend sur la forme que sur le fond. On est d'accord là-dessus. Vous avez dit l'essentiel, que les partis aujourd'hui ne sont pas organisés. Comment ça se fait? Permettez-moi de chuter. Permettez-moi de chuter. Comment ça se fait? Un parti, on veut devenir président de la République. Il faudrait que dans nos partis, même qu'on soit sérieux. Lorsqu'aujourd'hui, même le RDPC, notre ancien allié, a 2 candidats, ça pose un problème. Vous croyez que ça pose un problème sérieux? Teller, ce n'est pas un militant d'en bas, c'est un conseiller municipal, c'est un élu. Qui avait 2 ans. Ça pose un sérieux problème. Non, monsieur Riel. Lorsque un parti qui a fait 43 ans, ou j'allais dire un régime, connaissent, ça fait vous avez depuis 2011. Parce que vous avez servi quand même les 2 régimes. Nous avons servi parce que oui, mais c'est la patience qui caractérise la passivité ou la complicité. Non, il n'y a pas de complicité. Vous avez servi le Cameroun. Nous avons suivi un de nos téléspectateurs dire que l'UNDP est comptable. Il faut que les Camerounais comprennent. Même les ministres appartenant au régime RDPC ne peuvent pas être comptables
Parce que tout ce qu'ils exécutent, ils ne sont que des exécutants. Tous les budgets sont décidés à la présidence. Et le vol alors? À plus forte raison, il y a le vol. Le vol, ce n'est pas nous qui le disons. Ils peuvent être comptables. Non, parce que c'est le chef de l'État qui définit la politique. Il n'a pas défini le vol, c'est ce que Ramani a dit. Qui a volé? Vous parlez de ceux qui sont en prison. Ceux qui sont en prison, oui. Ceux qui sont en prison aujourd'hui, c'est ce que les cas de vol. Voilà, il faut que cela soit clair. Moi, je parle là, je ne suis pas venu parler et tous les États, ce n'était pas ça. On a suivi ce que un membre du comité central du RDPC, Mouté Ambassa, a parlé, c'est-à-dire des détournements. Mais ça va être difficile de vous dédouaner de ça. Non, c'est une difficile épreuve. De montrer donc ce que tu as dit que le président... C'est simple, vous étiez marié pendant vous avez été là pendant plus de 20 ans. Ils étaient dans l'église avec le Christ. On accompagnait, on donnait le temps à notre allié de peut-être qu'il allait pour le bilan du ministère du tourisme peut-être. Donc, il va falloir lire. Il faudra voir peut-être le bilan du ministère du tourisme pour ne pas vous laisser aussi. Joseph, c'est un des membres du gouvernement. Un des membres du gouvernement. Je dis pas que c'est bien ou mauvais, je dis qu'il faudrait quand même... Non, il dit que c'est l'un des membres du gouvernement qui affiche quand même un bilan en termes d'actifs du côté du ministère du Tourisme. Attendez la campagne électorale. La question, c'est même la transparence. Joseph, sur cette question, qu'est-ce qui dérange au sein des partis politiques? Qu'est-ce qui peut justifier ces engagements en solo ou en multiples dans les partis politiques? En fait, quand je lis la thématique, je ne sais pas si vous distinguez l'opposition du parti au pouvoir. Non. Parce que lorsque moi je lis la thématique, je parle en tant qu'opposant. Cette thématique veut donner l'impression que l'opposition ne peut rien faire. À aucun moment, je parle de la question de soulever également. Je m'adresse là aux électeurs pour dire que c'est vers ce sens que ma réaction ira, parce que c'est le sens qu'on peut avoir. Mais je veux d'abord rassurer mon frère et ami Éric Foyet que ni Cabral Libi, ni les cabralistes que nous sommes, ne pourrons jamais un jour renier ou nier le fait que nous soyons passés par le professeur Nkoumvondo, donc le parti Univers. Nous le serons d'ailleurs éternellement reconnaissants. Monsieur Fouet sait dans quelles conditions nous sommes allés vers le professeur Nkoumvondo et qui n'a pas hésité. Il nous a dit que ce pays ne peut pas se relever sans la jeunesse. Chaque fois qu'il y a une jeunesse responsable, nous faisons confiance à cette jeunesse. Il avait même eu les propositions d'argent pour ne pas investir le candidat Cabral Libi qu'il a refusé et il l'a investi. Donc vraiment, nous le sommes éternellement reconnaissants. Ça me gêne juste que c'est le vice-président du parti Univers qui soit en train de formuler ce type de revendication, parce que ça donne l'impression que tant qu'il n'y a pas ces revendications, il n'y a pas ce témoignage. Et maintenant, tout à l'heure, nous entrons dans la thématique de candidature multiple. Je suis gêné et même peiné de constater que le professeur Nkoumvondo a changé. Parce que appeler un Camerounais Bayam de n'importe quoi et n'importe qui, sorti de la bouche du vice-président du parti Univers, je me demande ce que le parti Univers est devenu. Non, je ne pense pas. Lui-même, Foyet, moi j'entre pas dans ce détail, mais il sait mieux que quiconque ici sur le plateau que cette deuxième candidature du parti Univers, c'est une militante de base de la première heure du parti Univers avec qui on a travaillé en Gaoundé. Mais moi je ne peux pas entrer dans la vie interne des partis politiques, parce que quand il demande la reconnaissance, il faut que lui-même, Foyet, soit aussi reconnaissant. Je ne dis pas qu'elle est fondée à déposer sa candidature, mais disons-nous la vérité, c'est une militante, une engagée, une déterminée de la première heure. Moi, de ces candidatures multiples, ce que je peux dire, parce que tout le monde était convaincu depuis 2 ans que le parti politique qui aura 2 candidats à l'élection présidentielle, c'est le P7. D'ailleurs même, tous ceux-là qui ont plusieurs candidatures aujourd'hui, à l'époque, se moquaient. Ils disaient que comme Cabral Libi s'entête à rester au PCRN, il va voir. Kouna va déposer la deuxième candidature. Tout ce que je peux souhaiter aujourd'hui, c'est que tout ce que ces partis politiques-là ont projeté, parce que, curieusement, ironie du sort, ce sont ces partis-là
Ils sont nombreux, tous ces partis, c'est-à-dire le RDPC, le parti Univers, le professeur Nkoumvondo, lui, il a même dit, il y a moins de 3 semaines, en disant que l'enfant était sorti de la maison sans bénédiction. C'est pour cela que tous ces malheurs lui arrivent. Donc, le parti Univers, pas le Manidem, parce qu'on sait qui est derrière le Manidem, il y a le RDPC et l'UPC. Tout ce que je peux leur souhaiter, vraiment, c'est beaucoup de courage de traverser aujourd'hui ce qu'ils ont projeté sur Cabral Libye et le PCN. Vraiment, mais il y a là qui vous mettent quand même dans la liste. Hein. Peut-être qu'il n'y a pas eu double candidature. Non, je parle de la candidature. Pour les problèmes. Merci de... Parce que ça, là, j'allais oublier. En tout cas, ce que vous voulez dire, c'est que nous ne sommes pas encore, a priori, sortis des menaces ou bien des actions de M. Kona-Robert. Mais je dois dire aux Camerounais que lundi, lorsque nous avons été en fou, M. Kona-Robert, dans la journée de lundi, il a intenté 3 actions. Il a d'abord saisi le MINAT par un recours gracieux préalable, lui disant de revenir sur la décision du 11 mai 2019 du Congrès de Guinée, dont la prise date que le ministre avait produit au mois d'août de 2019, conséquente au Congrès de Guidigis. Maintenant, tout le monde connaît l'issue. Tout le monde sait qu'il est dans la forclusion parce que c'est 60 jours. C'est 60 jours. Quand je parle de tout le monde, c'est-à-dire que celui qui connaît les délais pour le recours gracieux préalable, c'est un acte qui a été pris au mois d'août 2019 et c'est avant-hier qu'il a introduit le recours. Et que la même personne, M. Kona-Robert, a été investi dans le cadre des élections législatives en 2020 par M. Cabral Libye, signé comme président national du PCN. Donc ces 2 raisons suffisent à comprendre qu'il est dans la blague. Le même jour, il a saisi aussi les CAM. Parce que ça, là, les gens ne sont pas au courant. Tout le monde est juste au courant de la procédure de fou. Le même lundi, il a saisi le conseil électoral, peut-être même le conseil constitutionnel aussi, demandant tout simplement d'annuler la candidature du président Cabral Libye au prétexte que ce n'est pas un candidat légal, ce n'est pas un candidat légitime. Sauf qu'il oublie que dans le tiroir de l'ECAM, son dossier d'or là-bas où il a été investi, lui-même par la personne qu'il appelle illégale et illégitime. Maintenant, en fou, où nous étions lundi, tout le monde ça, tout le monde l'a vu circuler sur les réseaux sociaux. Il reprochait au PCN d'avoir tenu son congrès à Kola-Famba, congrès pendant lequel M. Cabral Libye a été investi président national du PCRN, d'après lui, et que c'est parce qu'il a été investi président national du PCRN qu'il a pu déposer sa candidature. Je comprends que c'est véritablement un allié du RDPC. D'ailleurs même, comment un individu... Non, vous allez comprendre. Robert, vous allez comprendre pourquoi je le dis. Déjà, est-ce qu'il revient à un individu de dire à un parti politique ce qu'il doit faire pendant son congrès? Est-ce que pendant... Info TV a couvert ce congrès. Est-ce qu'il a été question d'élire un président au congrès de Nkola Famba? Non, ça n'était même pas à l'ordre du jour. Et puis au PCN, le président du parti n'est pas le candidat à l'élection présidentielle. Les textes sont clairs. Le règlement intérieur du PCRN, l'article 65, autant pour moi, alinéa 1. Les statuts, article 17, alinéa 3 sont clairs. C'est l'exclusivité du bureau politique national. Et le 21 mai, par la résolution du bureau politique après appel à candidature, M. Cabral Libye a été investi candidat du PCN à l'élection présidentielle. Donc, pour vous dire que nous ne sommes pas concernés par la gesticulation d'un poulet égorgé. Parce que quand vous avez égorgé un poulet, vous pouvez gesticuler comme le poulet. Mais je finis avec les démissions. Permettez-moi de finir. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que c'est la démission de Yabelo qui nous pose problème. Peut-être qu'on n'a pas capté ce que j'ai dit. Je dis que le fait pour le président de l'UNDP de le présenter comme étant un trophée. Donc, ce n'est pas les démissions. Les entrées et les sorties dans les partis politiques sont libres. C'est l'article 2 de la loi 056 de 19 décembre 1990. Donc, ce n'est pas ça notre problème. Quand nous travaillons donc à nous mettre ensemble, lorsqu'un responsable d'un parti politique présente comme trophée une prise au sein de... C'est ce que j'étais à la dire. On a compris les conditions. Je voulais chuter en disant au président que non, on ne peut pas avoir un objectif commun, à savoir remplacer l'ordre gouvernant et instaurer
de transformer les souffrances des Camerounais en soulagement et dire qu'on ne peut pas se mettre ensemble. Non, pour nous, le PCN, le mandat de 2025, c'est un mandat de transition. Donc les gens doivent se mettre ensemble, quelles que soient leurs orientations idéologiques, et s'accorder sur un plan d'action de 2-3 ans qui va ramener la sécurité, la sérénité et qu'on mais on n'a jamais été nous avons travaillé pour la réaction ensemble. Nous ne sommes pas là pour dire que moi je n'ai pas parlé d'Akeremouna. Le PCN est deux candidats. Je leur souhaite le courage aujourd'hui de vivre ce qu'ils ont projeté sur le PCN. Vous accusez l'univers. On dit que vous avez souhaité que le PCN ait deux candidats. Ça vous donne 2 minutes pour réagir. Très rapidement, en 2 minutes, je voudrais d'abord saluer les propos diffamatoires de mon co-panéliste, Jojo Niek. Je vais le rappeler que Joseph Niek, désolé, ça fait assez longtemps qu'on ne s'est plus vu. Donc, tu vas me ça reste amical. Ça reste amical, mais il n'a mal pris. Joseph, donc, toutes mes excuses, que ça ne fasse pas de problème. Ouais. Première des choses, j'ai corrigé rapidement mon co-panéliste en lui disant que le PCN n'a jamais participé à une élection présidentielle. J'ai compris que ça peut faire mal. Je ne sais pas si moi je l'ai dit, c'est ce que vous avez compris. Il a 2 minutes, si vous voulez. J'ai dit le président Cabral, depuis qu'il est dehors en 2017, il appelle les candidats. Donc c'est ce que moi j'ai dit. Deuxième chose, je me surprends de découvrir sur ce plateau, moi vice-président, que le militant du PCN en face connaît mieux nos militants que nous-mêmes. Et je dois ici dire quelque chose, c'est que à défaut de pouvoir prouver vos dires, nous réservons toute attaque en justice parce que ce n'est pas les blagues. Je voudrais quand même dire encore une troisième chose qui est très importante ici. C'est les abeilles là. Non, c'est la fumée même, c'est plus les abeilles. Je voudrais dire quelque chose qui est très importante ici, c'est que nous ne sommes pas dans la blague. Nous sommes dans une campagne présidentielle. Je suis un acteur qui a amené M. Kabal et Bill. Et vous appelez Mbaye Amselam n'importe qui. S'il vous plaît, vous avez parlé, j'ai été pour toi. Je ne sais pas pourquoi vous vous comportez aussi. Vous appelez Mbaye Amselam. Sans former un grand composant de Mbaye Amselam. Vous êtes sur j'espère, monsieur le journaliste, oui, allons-y. J'ai ici rappelé à fond à propos, et je ne voudrais pas que mes propos soient dénaturés, que cette dame est vendeuse de poissons brisés. C'est pas une insulte, monsieur Jojo. Vous avez dit oh là là. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Allez jusqu'au bout. Elle est vendeuse de poissons brisés, et j'ai dit qu'on lui a retiré son charbon pour courir avec elle à Elikam. Ce sont les propos, les balles, vous aurez le temps de la revoir. Maintenant, plus tard, on m'a relancé en disant que, et les candidatures, j'ai dit que n'importe quel fou peut se lever, prendre son bic, et il écrit, je suis candidat de l'UNDP. Et Elikam recevra. Pourquoi l'UNDP? Je prends un exemple. Ça pourrait être le RDI. Le RDI. Non, il n'y a pas encore ces problèmes-là. Non, les républicains, je voudrais quand même rester droit dans mes bottes. Oh là là, je voudrais rester droit dans mes bottes en expliquant que nous connaissons les circonstances qui l'ont amené à poser son dossier. Mais je rappelais que, on l'a dit ici fort à propos, Elikam reçoit d'abord toutes les candidatures. Ça veut dire que cela aurait pu arriver à l'UNDP. Que même un passant se lève, il écrive, je suis candidat, qu'on aurait acté que l'UNDP a 2 dossiers. Bon, c'est les curiosités de cette forme de dépôt, ou alors les limites que nous pouvons constater à Elikam. C'est en cela que je me suis dit, j'ai fait la déclaration selon laquelle n'importe quel fou aurait pu. Je n'ai pas taxé cette femme de Mbaye Amselam, je ne l'ai pas insulté, je ne l'ai pas invectivé, et c'est très important de le dire. C'est une militante de non, je ne l'ai jamais dit. Non, elle est plus militante. Vous l'avez encarté un jour, vous avez une preuve qu'elle a milité un jour. Je suis quand même surpris que des gens... Oh, s'il vous plaît. Je suis surpris quand même... Alors, les gens n'auront pas le cas. Je ne sais pas pourquoi il m'empêche. C'est très important. S'il vous plaît, vous avez parlé. Je pense que vous avez quand même en face de vous celui qui a amené les cartes auprès de vous. C'est moi qui ai amené les cartes à 11 millions, s'il vous plaît. C'est moi qui ai amené les cartes au MSC. Vous n'allez pas me voir président d'un vice-président d'un parti politique. Vous me demandez si vous avez les cartes comme si vous avez inventé le monde. S'il vous plaît, monsieur, vous parlez d'un parti politique. Le responsable du parti. Je voulais finir là, c'est bon, vous avez grillé le temps de parole. Je voulais dire rapidement que cette dame que je respecte, déjà, vous avez que cette dame que je respecte a néanmoins comme métier, qui est un métier que nous
qui nous nourrit tous les jours, de briseuses de poissons à l'entrée de l'université de Ndang, ce n'est pas une insulte. Elle est très connue, elle est très populaire. Alors, essayons de faire ça, si son piment Raphaël, juste 15 secondes, s'il vous plaît, en disant très rapidement que j'apprécie beaucoup les postures de l'UNDP. J'apprécie beaucoup actuellement la position dans laquelle le RDPC se retrouve. Et je voudrais dire que moi, personnellement, je n'ai jamais voulu qu'une seule candidature soit exclue. D'accord, vous l'avez que ce soit sur le terrain, Raphaël, les candidats sur la question, se battent. est-ce que cela ne peut pas avoir des conséquences sur les problèmes internes, y compris ceux du RDPC? Est-ce que ça ne peut pas impacter la qualité de l'élection finalement? Non, pour le RDPC, quand le docteur Ramani parlait, vous avez dit que je vais répondre, c'est simple, il a dit, le président national est le candidat à l'élection présidentielle, débat clos. Maintenant, pour ce qui est de l'autre parti, j'ai chuté tout à l'heure en vous disant que l'opposition se pose et ça nous cause un problème. Sur le terrain, pourquoi? Rentrons en 92. L'UNDP, 68 députés. Aujourd'hui, c'est devenu le FSNC, l'ANDP, sont nés des entrailles de l'UNDP. L'UPC à l'époque, 18 députés. Vous voyez l'UPCN, l'UPCK, etc. Il y a des fidèles, mais des Vous voyez maintenant, je prends un dernier exemple, 2020, élection législative municipale. Le PCN les élus, notamment dans le Ekele. Là, il ne peut plus passer. Hein. Puis maintenant, va l'élection des sénatoriales. Vous voyez que là, les conseillers municipaux ont voté contre le peuple camp. À ce niveau, on se pose la question. Qu'est-ce qu'il fait le RDPC en fou dans la meuf ou à Famba? Monsieur le représentant de la mais il faut le dire, je n'ai pas l'impression que ce n'est que ce nom. Comme vous dites que pour les cas du RDPC, ce sont eux-mêmes, qui disaient toujours que c'est les arrangements. L'exemple d'Adamawa à l'époque avec le SDF. C'est-à-dire qu'ils ont dit qu'on a introduit un dossier pour essayer de permettre au SDF d'avoir les sénateurs. C'est ce que le PCN a dit. Nous avons élu dans la... C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en réalité, les gens n'acceptent pas la contradiction au sein des partis politiques. Vous pensez que nous autres, nous ne voulons pas le changement dont parle le président? Tout le monde veut le changement. D'accord. Bien sûr, tout le monde veut le changement. À un moment donné, je vous ai fait tout à l'heure. Vous voulez individuellement, vous voulez le changement. 10 millions d'inscrits. 10 millions d'inscrits. On n'arrive pas à en avoir. C'est parce que on regarde comme ça, on dit le RDPC, ils ont déjà 3 millions. On regarde comme ça, on dit que l'opposition, il n'y a rien à mettre sous la dent. Les gens de course, les gens ne peuvent même pas s'inscrire. Et je doute fort qu'on ait plus de 7 millions d'électeurs en 2020. D'accord. 2025, nous y sommes. C'est un vrai problème. Et que nous devons travailler, que ce soit au sein du parti. Parce que tout le monde cite Télé. Télé est un cas où certains hauts cadres du parti pensent que c'est en piochant à l'opposition qu'ils vont faire émerger davantage le RDPC. Télé me rend comment au RDPC sont d'où? C'est parce qu'on veut faire le one-man show. À un moment donné, il y en a qui ont travaillé au sein du RDPC et qui ne sont pas récompensés. Et on parle de quelqu'un comme ça, là, effectivement, il a été militant. Conseiller municipal, il est en train de donner effectivement les mots de tête à certains. Je vais vous dire, pour finir, que certains au cadre aussi sont tapés dans l'ombre cachée de l'élection. Monsieur le Président, est-ce qu'il n'y a pas de conséquences sur la qualité des élections lorsque à l'intérieur des partis politiques, il y a autant de problèmes? Non, vous savez que il n'y a pas de problème. Il y a 18 partis c'est le système qui fait le jeu, qui remplissaient les conditions en dehors de ceux qui éventuellement peuvent avoir les 3 anciens. Effectivement. Et le contexte aidant, la main sur le cœur, on est convaincu aujourd'hui que on ne pourra pas avoir plus de 18 candidats, plus de 18 dossiers retenus. Oui, c'est vrai. Vous savez, on n'a pas besoin les alliés du RDPC. La petite particularité que il n'y aura pas plus. La petite particularité que j'ai, c'est que j'associe ma formation à la politique. Tout ce qui est contraire à la loi doit se taire. Le docteur Ramani est là. Même les dénigreurs, ceux qui nous dénigrent. Donc, dès que la loi dit qu'il y a 18 partis politiques qui sont légaux, qui doivent le faire. Bon, maintenant, il faudrait comprendre aussi que il y a plusieurs personnes qui ont déposé leur dossier pour une visibilité, pour tendre la main aux éventuelles alliances.
Oui, ça c'est fort aussi. Très important à souligner. Et malheureusement, ceux qui ont déposé ces dossiers oublient, c'est que lorsque vous allez à Eleka, on va vous dire que, moi je suis du Oignon, je vais parler du Oignon. Les dernières élections populaires dans le Oignon, il y a eu 3 partis politiques. Les élections législatives, le RDPC, le RDI, oui, justement, et l'UFP. On vous dira que le RDPC était premier, suivi du RDI, suivi de l'UFP. Alors, un autre parti politique, bien que légalisé là-bas, ne peut pas être sollicité par ceux qui veulent aller en compétition. Donc, quand même ceux qui ont quand même une assise. Ceux qui ont un mercato qui se passe. C'est pour cette raison justement que vous avez vu que la loi mettant mon parti politique hors jeu, je n'ai pas couru le risque d'aller m'agiter. Je n'ai pas voulu faire de la sensation. Je suis resté calme. Et aujourd'hui, l'univers me cherche. On viendra vers vous. Oui. Ah, c'est on va sortir l'émission. Malheureusement, on n'a plus de temps là maintenant. Une minute sur cette question. Est-ce qu'il n'y a pas un impact sur la qualité de l'élection avec tous les bruits à l'intérieur qui semblent prendre le dessus aujourd'hui? Justement, il y aura un impact positif, puisqu'il y aura une nouvelle dynamique et de nouvelles générations. D'ailleurs, je vous ai dit que le débat sur la pluralité des candidatures est organisé par des candidats qui sont âgés. Ou ceux qui mangent avec le régime. C'est la 5e fois que je dis. Voilà, ou ceux qui mangent avec le régime. Et non, vraiment, la mangeoire est sucrée. Tous ceux qui veulent déposer leur candidature là, ce sont des farfelus, ils ne sont pas sérieux, non. Je dirais même à Jean Birotan que s'il estime qu'il y a trop de candidatures à l'élection présidentielle, mais pourquoi il ne demande pas à son candidat que nous connaissons de démissionner pour qu'il y ait un nombre limité? Merci, merci d'être venu. Je voudrais dire quelque chose, c'est que il ne faut pas se perdre de vue. Certaines candidatures peuvent